Bonjour tout le monde, mon nom est Marie Grégoire. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour ce deuxième webinaire où on va échanger avec des chercheurs chevronnés sur un thème qui, je pense, nous touche tous, c'est l'angle de la transformation numérique et de l'innovation. On le sait, on voit la lumière au bout du tunnel avec l'avènement du vaccin. Certains, je pense qu'avant même la dernière fois qu'on a échangé ensemble, on n'était pas encore là. On sent qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, mais là, on sait aussi qu'il va falloir que nos économies, nos secteurs d'activité fassent encore un peu preuve de résilience parce que il reste encore quand même un peu de temps à traverser. J'espère que vous passez un bon début d'année malgré tout. Je voulais en profiter pour vous souhaiter une belle année 2021 parce que c'est la première fois qu'on se voit. Puis ça a l'air qu'on a le droit de se souhaiter bonne année jusqu'au milieu à peu près du mois de janvier. Donc, j'en profite. Je vous souhaite de la santé. Évidemment, c'est l'essentiel pour tout. Et ben, on l'a dit, le mot-clé, je pense, en entreprise, c'est de la résilience et de la vision aussi. On va en avoir de besoin pour continuer d'être compétitif et de passer à travers. Donc, on va observer ensemble les situations qui sont occasionnées par le contexte de pandémie et évidemment les comités sectoriels de la main-d'œuvre, de l'aérospatiale, du caoutchouc, de la métallurgie, du textile se sont unis pour être capables de faire ça. Et je trouve ça vraiment riche parce qu'on va être capable d'additionner nos perspectives dans des secteurs qui ne sont pas toujours associés, mais vous vivez chacun des réalités qui sont différentes et je pense qu'on peut apprendre de ça collectivement. Avant de commencer, j'aimerais beaucoup évidemment remercier le bailleur de fonds de cette initiative qui nous permet donc d'être ensemble aujourd'hui et pour les trois autres événements, celui qui est déjà passé et les deux à venir. Donc, la Commission des partenaires du marché du travail et sa présidente Audrey Meuret qui vont justement rendre tout ça possible. Merci beaucoup. On veut, et on l'avait dit la première fois, on le redit encore cette fois-ci, on veut tirer le maximum, évidemment, des recherches qui sont effectuées, mais aussi de la synergie et de vos expériences. C'est sûr que c'est pas facile. Si on était tout le monde ensemble, on aurait plus de proximité. On pourrait profiter de cet informel qui parfois rend certains événements très riches, mais on a quand même cette chance de pouvoir échanger à travers la plateforme. Moi, je vais être votre porte-voix et je veux vous entendre, je veux être capable justement d'amener vos expériences et de faire échanger nos chercheurs dans cette perspective-là. Alors, n'hésitez pas, écrivez évidemment le plus court possible, pensez à être succinct parce que je dois vous lire en même temps que j'anime, mais c'est possible de le faire. Je pense qu'on avait bien réussi la dernière fois et je pense que ça avait été riche. On a un peu ajuster notre façon de faire d'ailleurs pour générer plus d'échanges, plus de discussions entre nos chercheurs pour additionner les perspectives. Alors, on va faire un tour de table. Ensuite de ça, chacun présentera pendant environ 10 minutes. Et suite aux 10 minutes de chacun des secteurs, on pourra échanger. Nos chercheurs vont pouvoir apporter leurs perspectives et donner leur vision de ce qu'ils viennent d'entendre. Et à ça, on pourra aussi mêler vos interventions. Donc, ça va être encore, on espère, d'autant plus riche. Alors, on va donc parler, je l'ai dit, de numérique, des effets sur l'organisation, mais aussi, je pense que c'est important de mettre la table sur ce qui se passe dans le monde. Et Loïc Tassé, vous êtes politologue spécialiste de la Chine et de l'Asie. Et mon Dieu, que depuis qu'on s'est vu, il y a des choses qui ont changé. Ça a bougé énormément les plaques tectoniques des démocraties des différents pays à travers le monde sont en train, on dirait, de bouger. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Je vais vous parler de l'Europe, mais je suis bien obligé de vous parler un peu de ce qui est arrivé la semaine dernière aux États-Unis. Ça a été un choc en Europe, un véritable choc. Ce l'est dans le reste du monde. Donc, je vais parler un petit peu de l'effet que ça a et des relations entre l'Europe et les États-Unis, parce que ça a vraiment une influence sur l'innovation, sur la façon, sur la dynamique européenne elle-même. Tellement. Et je vais vous parler aussi de cette dynamique européenne. Et malheureusement, vous allez voir que l'Europe est confrontée à d'immenses défis. Des défis qui sont d'ordre interne, il y en a beaucoup, et beaucoup aussi de défis externes et qui touchent l'innovation
particulièrement à travers les défis que la Chine pose à l'Europe. J'espère que j'aurai assez de 10 minutes pour faire le tour de tout ça, mais je conclurai en disant que le Canada se trouve dans une position assez précaire finalement, étant donné ce qui est en train de se passer. Peut-être pas tant à court terme, je suis assez optimiste à court terme malgré tout, mais à plus long terme, il y a vraiment des défis assez extraordinaires qui se présentent à nous. Ben, Loïc, vous savez que vous aurez 10 minutes pour mettre la table, mais ensuite de ça, on va approfondir ensemble avec les collègues et avec les questions des participants. Je pense que ça va, on espère en tout cas, faire un tour d'horizon parce que vous le dites, ça peut avoir, tout ce qui se passe dans le monde a un impact sur notre compétitivité, sur le positionnement de chacune des industries qu'on doit couvrir aujourd'hui. Merci beaucoup, Loïc. De votre côté, Jean-Guy Côté, vous êtes directeur associé à l'Institut du Québec. Vous allez nous parler des différents programmes. Vous avez fait un peu le tour du monde. Oui, bien, merci beaucoup, Marie. Bonjour tout le monde. Alors, mon rôle à moi est de voir, on sait que depuis les derniers 9-10 mois, les pouvoirs publics dans l'ensemble des sociétés occidentales et d'ailleurs dans le monde ont investi énormément d'économies en général par divers programmes de support. Donc, est-ce qu'ils ont saisi un peu l'occasion pour modifier ou transformer leur économie ou on est allé dans les vieilles recettes qu'on a pu observer dans le passé? Donc, moi, j'ai fait un peu le tour de quelques exemples dans le monde de comment ailleurs on a fait pour supporter les entreprises privées dans les domaines économiques qui nous sont concernés et comment on se compare face à ça et c'est quoi les prochaines étapes. Oui, puis on va voir aussi comment ça stimule l'innovation, comment ça stimule la transformation numérique, parce que c'est un des défis auxquels font face les organisations, particulièrement, je pense, les organisations qui sont dans les 4 secteurs qu'on analyse aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean-Guy. Mathieu, Grégor, Mathieu, donc vous êtes professeur en relations de travail à la TÉLUQ, à l'Université du Québec. Grégor Meuret, vous êtes professeur titulaire à l'École des relations industrielles à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la mondialisation et le travail. Vous, ce qui retient votre attention, c'est l'aspect du travailleur, le positionnement donc de l'organisation du travail et du travailleur comme tel. C'est bien ça? Oui. Vas-y, Grégor. Je te laisse les devants. Ben, on part et puis tu vas le reprendre, Mathieu, mais Marie et tout le monde, merci d'être là. Dans les romans de science-fiction, on parle de la singularité, n'est-ce pas? Et la singularité, c'est le moment où les machines prennent le contrôle de l'être humain et non pas le contraire. Alors, quand nous parlons du numérique et de l'industrie 4.0 et etc. Et c'est le lot de plusieurs personnes qui travaillent. C'est la question à quel moment on est complètement assujetti au contrôle des machines par rapport à un univers où c'est la technologie qui nous permet d'avoir de meilleures qualités des emplois, un meilleur équilibre entre travail physique et vie privée, plus de prospérité, plus de liberté, et ainsi de suite. Alors, le numérique nous pose déjà ces questions. C'est une grande perturbation et s'y greffe la COVID. Alors, la question pour nous, c'est en quoi cette relation entre secteur manufacturier, la grande perturbation qui est le numérique et le COVID se conjuguent. Et pour y répondre, c'est Mathieu qui va le faire. Je vais le faire et moi, je vais citer André Malraux qui disait « L'avenir est un présent que nous fait le passé ». Donc, j'aimerais ancrer cette discussion-là aussi sur l'histoire des changements technologiques, mais aussi la façon dont ils évoluent et que la révolution n'est peut-être pas à notre porte, mais plutôt des changements incrémentaux qui peuvent être aussi dirigés par nos politiques économiques et sociales. Ben, c'est très vrai parce qu'effectivement, on parle toujours on parle de la révolution industrielle du 4.0, mais il y a des changements qui se font au fur et à mesure et nos entreprises s'adaptent. Hein? Donc, on va voir comment elles s'adaptent et comment aussi les travailleurs s'adaptent à ces changements-là. Donc, j'ai très, très hâte de vous entendre. On va déjà mettre en marche notre réflexion. Donc, on le voit bien, on additionne cette vision
qui est macro, avec ensuite de ça des perspectives micro que nous apporterons, entre autres, Grégoire, par exemple. Grégoire, ça sonne, hein? Ça sonne pareil. J'ai trop l'habitude de dire Grégoire dans ma vie. Donc, Grégoire, pardon, et Mathieu. Et donc, on va pouvoir comme ça, un peu à l'effet d'un entonnoir, arriver du plus large au plus spécifique. Et je le dis encore, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant, à faire vos commentaires dès maintenant pour qu'on puisse les intégrer à la conversation. Alors, Loïc, vous l'avez bien dit, ça brasse dans le monde et ça a brassé beaucoup aux États-Unis. Vous avez envie peut-être de mettre la table avec ça, puis peut-être nous parler après ça des impacts que ça aura dans le reste du monde et l'impact que ça peut avoir sur nous et sur les entreprises qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, il faut bien en parler parce que effectivement, on a senti que la démocratie américaine avait vacillé mercredi dernier lorsque les émeutiers sont rentrés à l'intérieur même du Congrès américain. À l'incitation de Donald Trump, même si Donald Trump aujourd'hui a dit que tout ça était ridicule, ce n'est pas ridicule du tout. Preuve en est d'ailleurs que les services de renseignement américains viennent de transmettre un peu partout aux services policiers américains une alerte. Il y aurait 4000 personnes qui seraient armées et qui seraient prêtes à prendre d'assaut tous les congrès dans tous les États, en plus du congrès de Washington, surtout si jamais Trump était empêché d'être président pour les prochains jours qui lui restent. Donc, c'est vraiment très, très sérieux. Mais je vous dirais, quand même, il y a un bon côté à tout ça. On voit que l'armée, les services de renseignement, le Congrès en général, la police, tout le monde agit dans la même direction. Les médias aussi. Et on a vu aussi que les corporations aussi mettaient l'épaule à la roue, même si effectivement, par exemple, des entreprises comme Facebook ou encore les entreprises comme Twitter ne sont pas passées devant un juge pour interdire à Trump de parler sur leur plateforme, ce qui est très malheureux et ce qui est un problème en soi, mais on n'ira pas nécessairement par là. Mais quand même, on voit que toute la société américaine, ou une grande partie de la société américaine fonctionne dans le même sens. Et si on se fie aux vieux auteurs, et je pense ici à Montesquieu, je pense par exemple aussi à Machiavel, tant qu'une société a ce réflexe sain d'agir ensemble, c'est une bonne chose. Et donc, on peut être confiant en ce moment de voir que bien si la société américaine est divisée, elle n'est pas si divisée que ça, et tout le monde cherche à protéger la démocratie, même si on ne le fait pas nécessairement de la bonne façon. Alors, oui, les Européens ont été très secoués de ce qu'ils ont vu. D'abord, ils se sont rendus compte que les États-Unis étaient beaucoup plus fragiles qu'ils ne le pensaient. Et il faut bien comprendre, dans la perception européenne, le plus souvent, et en plus, surtout peut-être pour les plus vieilles générations, mais les États-Unis restent le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont un statut tout puissant en Europe. Or, ce statut tout puissant vient d'être plus qu'ébréché, vient de tomber en bas de son piédestal. Et ça, c'est un choc pour les Européens. Les Européens comprennent qu'ils pourraient ne plus être capables de compter sur les États-Unis dans les années qui viennent. Gros problème. Deuxième problème, ils se sont rendus compte que si la démocratie aux États-Unis avait été secouée, leur propre démocratie aussi pourrait l'être, et donc que la démocratie est plus fragile qu'on le pense. Et d'ailleurs, je vous dirais, à cet effet, il y a en Europe une vaste réflexion sur l'Union européenne et la démocratie. Est-ce que l'Union européenne est capable véritablement de bien gérer les pays qui sont membres de l'Union européenne? On connaît la réponse des Anglais, on connaît la réponse de la Grande-Bretagne, c'est non. Et ils sont sortis avec le Brexit. Un Brexit qui fait peut-être partie des problèmes que j'évoquerai tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que le projet européen a un problème de déficit démocratique d'une certaine manière. Parce que si les Anglais sont sortis de l'Europe, c'est en bonne partie même, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas suffisamment leur mot à dire face à toutes les politiques européennes. Et on a ici un premier tiraillement dont je reparlerai tout à l'heure. L'Europe elle-même n'est pas nécessairement très démocratique dans sa structure. Quand on pense que 27 pays doivent être à l'unanimité d'accord pour avancer, ou à peu près le plus souvent, ça pose un problème quand on met sur un pied d'égalité la France, l'Allemagne et par exemple Malte, qui jouit aussi d'un droit de veto à l'intérieur de l'Union européenne. Donc,
Je vous dirais, l'Union européenne a deux séries de problèmes qu'on connaît, mais qu'on n'a peut-être plus l'habitude de voir parce qu'ils sont un peu évidents d'une certaine manière, en tout cas pour les chercheurs que nous sommes. Mais quand on les met bout à bout, on se rend compte que le projet européen a vraiment de problèmes. Commençons par les problèmes intérieurs, si vous voulez bien. D'abord, comme problème intérieur, premier problème, c'est probablement, et pour moi c'est le plus important, celui du vieillissement de la population européenne. Quand on regarde la population de l'Europe, de l'Union européenne, on voit vraiment une forme de pyramide inversée. Ça ressemble à un as de carreau presque. Et en effet, il y a maintenant il y a plus de décès que de naissances, c'est-à-dire qu'on est à 10,7 décès par 1000 personnes, tandis qu'on est à 9,5 naissances par 1000 personnes. Ça a des impacts économiques directs. Le Japon est passé par là. Et donc, en ce moment, la croissance de la population européenne est très faible, elle est à 0,1% et elle vient en partie de l'immigration qui elle-même est problématique. Mais donc, premier problème, ce vieillissement de la population, cette démographie qui est une démographie qui a du mal à se renouveler. Deuxième problème, qui est très connu aussi, c'est la question des rivalités entre le Nord et le Sud. Le Nord est riche, le Nord est développé, le Sud beaucoup moins riche, souvent plus corrompu que le Nord en tout cas, et ça pose un problème. Ça pose un problème de répartition des richesses à l'intérieur même de l'Union européenne. Ça crée même en ce moment, semble-t-il, et on peut en reparler, des pressions déflationnistes en Europe, ce qui pose un problème pour la concurrence, évidemment, quand les Européens vont exporter ici ou vont importer des produits de l'étranger. Autre problème, la rivalité Est-Ouest. Bien sûr, il y a les pays d'Europe de l'Ouest qui sont des pays qui ont des valeurs démocratiques qui sont très bien ancrées, mais à l'Est, c'est pas si bien ancré que ça. On n'a pas du tout la même conception. Et ça se voit aussi dans la façon dont on traite les travailleurs, la façon dont on traite l'innovation. On a une tendance beaucoup plus collective à l'Est qu'à l'Ouest, où on est beaucoup plus individualiste. Ça aussi, ça pose un problème. Il y a un problème, enfin, qui est un problème il y a un problème de défiance des populations à l'égard de leur gouvernement. On le voit très bien en France avec les gilets jaunes, mais c'est un problème qui tranquillement est en train de ronger tous les autres pays européens. Par exemple, si les Européens en général ont été très contents de leur gouvernement lorsqu'ils ont lutté contre la première vague de la pandémie, ils sont beaucoup moins contents de la façon dont ils luttent contre la deuxième vague. Et dernier problème dont il faut parler, qui est très délicat, c'est celui que Macron appelle la sécession islamiste. Il y a bel et bien un problème, effectivement, d'une population dans plusieurs pays européens qui ne veut plus s'intégrer, qui ne veut plus, encore moins s'assimiler. Et on a eu donc le président turc, Tayyip Recep Erdogan, qui l'année dernière est venu en Allemagne même, aux côtés de Madame Merkel, dire aux Turcs qui étaient en Allemagne, ne vous assimilez pas, je suis contre tout ça, restez turcs. Et bien entendu, ça pose un problème ici d'intégration qui est très fort parce que c'est tout le problème des immigrants qui sont sur le marché du travail, qui sont aussi en compétition avec les autres Européens. Rapidement, je vais parler des problèmes extérieurs. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En fait, il y a énormément de problèmes extérieurs pour l'Europe. Comment, par exemple, éviter la contagion du Brexit? Que se passe-t-il avec le Brexit? En fait, le Brexit, quand on regarde ce qui en est, je n'ai pas lu l'entièreté du texte, c'est 1300 pages, mais bon, ici et là, des résumés, etc. Et on se rend compte que finalement, l'Union européenne a gagné sur la Grande-Bretagne. Bien sûr, la Grande-Bretagne en est ressortie avec quelques trophées comme les pêches, qui représentent 0,1% du commerce de l'Union européenne, donc ce n'est pas grand-chose. Mais en général, la Grande-Bretagne va être obligée de s'aligner sur les politiques de l'Union européenne. Donc, si on fait un traité de libre-échange avec la Grande-Bretagne, de toute façon, on va le faire probablement, enfin, ce n'est pas encore ratifié, mais avec l'Union européenne, mais il faudra s'attendre à ce que la Grande-Bretagne s'aligne aussi beaucoup sur l'Europe. Elle ne sera pas si indépendante que ça, en tout cas, pas pendant les premières années. Autre problème, c'est toute l'immigration illégale dont je parlais. Elle s'est arrêtée à cause de la pandémie en grande partie.
Elle s'est arrêtée à cause des politiques du Proche et du Moyen-Orient, mais cette immigration, elle continue à être présente et surtout, elle va venir de plus en plus d'Afrique, des pays africains qui sont appauvris et qui sont aussi malheureusement secoués par les guerres de l'État islamique qu'on mène au Sahel, par exemple, l'État islamique qui est en train de tranquillement mener ses conquêtes à travers toute l'Afrique. On n'en parle pas beaucoup ici, mais il est rendu au Mozambique, juste en face de Madagascar. Et l'armée mozambicaine ne sait absolument pas comment se débarrasser de cette guérilla islamiste. Donc, grave problème ici. Je pourrais vous parler de la Turquie, qui est aussi un grave problème pour l'Europe. J'en ai parlé tout à l'heure avec Erdogan, qui a une forte emprise sur les immigrants turcs qui sont des descendants européens, les Européens de descendance turque qui sont en Europe. Mais plus que ça, il est en train de grignoter toute l'influence que l'Europe peut avoir en Méditerranée, notamment avec la question du gaz. La Turquie veut mettre la main sur d'immenses richesses gazières qui officiellement, en tout cas de la façon dont les frontières sont délimitées, ne lui appartiennent pas. Et on ne voit pas comment l'Europe serait capable véritablement d'arrêter la Turquie. La même chose en Libye. En Libye, les Turcs sont du côté de la faction islamiste, qui est contre donc cette faction islamiste, qui se bat contre la Tunisie, contre l'Égypte, etc. Mais ça pose un problème ici qui est véritablement important. Et on pourrait parler aussi du Proche et du Moyen-Orient, où la Turquie prend de plus en plus de place, au détriment, entre autres, des anciennes puissances européennes qui étaient là. La Russie aussi constitue un problème, parce qu'on soupçonne toujours la Russie de vouloir remettre la main sur ces anciens pays satellites d'Europe de l'Est, mais la Russie, c'est également un pays qui approvisionne l'Europe en énergie, qui peut approvisionner encore plus l'Europe en énergie. Donc, la Russie est dans une situation un peu ambivalente, on ne sait pas comment la traiter, d'autant plus que les Américains n'aiment pas du tout la Russie en ce moment, qu'il y a des politiques très anti-russes aux États-Unis, mais la Russie en même temps pourrait être un formidable allié de l'Europe contre les visées de la Chine. Et j'arrive ici peut-être au plus grand problème de l'Europe, c'est celui de la Chine. La Chine qui depuis des années a placé patiemment tous ses pions en Europe. Par exemple, il y a 10 ans, la Chine a créé un sommet qu'on appelle le sommet 16+1. C'est un sommet qui regroupe les pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud. Et c'est un sommet qui, normalement, n'est-ce pas, fait justement l'apologie des technologies vertes, de l'innovation, etc. Mais c'est bien entendu que ce sommet est dominé de plus en plus par la Chine, que la Chine essaie d'avoir des relations bilatérales avec les pays européens, ou alors d'être dans une organisation multilatérale qu'elle domine. Et le sommet qu'on appelle encore une fois 16+1, parce qu'il y a 16 pays européens là-dedans, plus la Chine, est un exemple de ces organisations multilatérales dominées par la Chine. Enfin, pour la Chine, il y a surtout eu un nouvel accord commercial qui vient d'être signé avec l'Europe. Il n'est pas encore ratifié, il faut que le Parlement européen le ratifie, et ce n'est pas fait. Il faut que les 27 pays membres de l'Union européenne le ratifient aussi. Ce n'est pas encore fait. Mais pour reprendre les termes du Washington Post, pour les Américains, ce nouvel accord économique entre les Européens et la Chine est littéralement une capitulation de l'Europe. Et effectivement, quand on regarde un peu ce qu'il y a dedans, on se rend compte que les marchés européens vont être ouverts aux produits chinois de plus en plus, et les Européens depuis longtemps, les Chinois depuis des années, notamment avec Alibaba, sont en train d'installer toute leur chaîne logistique en Europe. On le voit bien avec le port de Gênes, par exemple, qui est entre les mains d'intérêts chinois, le port d'Athènes, etc. Donc, on voit bien que les Chinois, encore une fois, ont placé leurs pions, que les Chinois sont très proches ici du marché européen. Et il est un peu naïf de s'imaginer, on pourra en discuter tout à l'heure, que les Européens auront un accès aussi facile au marché chinois. Je ne crois pas. Je crois que le marché chinois va demeurer un marché très difficile pour les Européens. Et enfin, il y a tout le problème des États-Unis, dont on a parlé tout à l'heure. Les États-Unis qui sont face à une pandémie qui est très, très grave,
une pandémie qui va avoir des impacts économiques graves, qui a déjà des impacts économiques graves, est-ce que les États-Unis vont lever des sanctions contre l'Europe? C'est loin d'être sûr. Est-ce qu'ils vont en rajouter? Ce serait possible. Et tout ça, bien sûr, dans ce contexte de pandémie en Europe, qui est un contexte effroyable. Quand on regarde les chiffres sur la pandémie, par exemple, on s'aperçoit que les pays européens sont parmi les principaux touchés. Sur les 30 pays qui sont les plus touchés par million d'habitants, on découvre, quand on les compte, que 21 de ces pays ou de ces entités sont européennes. Bien sûr, je compte Andorre là-dedans, bien sûr, je compte le Luxembourg qui est tout petit, mais quand même, c'est énorme. Les Européens sont vraiment touchés énormément par la COVID-19 et au total, la coopération de l'Union européenne face à la COVID-19, elle a été assez bonne, merci, mais ça a été très difficile de dégager un plan de 750 milliards d'euros pour lutter contre la COVID, pour relancer l'économie, c'est ce qu'on a fait. Mais malgré tout, on se demande si les pays européens ne vont pas être tentés d'aller plus vers le bilatéral que de se tourner vers l'Union européenne. Et donc, pour résumer tout ce que je disais, donc, on a une série de problèmes intérieurs qui sont des problèmes qui existent depuis longtemps, qui traînent, qui sont graves, qui n'ont pas été résolus. Il y a une série de problèmes extérieurs qui s'accumulent de plus en plus et les Européens essaient de faire, si vous voulez, au maximum de s'arranger pour lutter contre tous ces problèmes, mais on a l'impression finalement que tout ça, c'est un peu, trop tard. Et si, en d'autres termes, et je vais conclure là-dessus, si l'Union européenne ne fait pas des réformes radicales, notamment sur sa façon de gouverner, on a l'impression que ça va être de plus en plus difficile d'avoir des politiques communes pour l'Union européenne et que donc ce sont des pays qui vont ressortir, qui vont faire un peu plus cavalier seul dans les années qui viennent. Ben, merci beaucoup, Loïc. Il y a beaucoup de matière, évidemment, dans ce que vous venez de nous dire, mais il y a quand même des choses qui nous rappellent ce qu'on vit ici. Quand vous parlez de vieillissement de la population et d'accès à la main-d'œuvre, finalement, c'est des enjeux auxquels on doit faire face ici. Est-ce qu'il y a des politiques particulières qui sont mises de l'avant? On avait vu, entre autres, Mme Merkel, vous avez parlé d'immigration, accueillir en masse des immigrants. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont mis de l'avant, soit par l'Union européenne comme telle ou par certains de ses membres qui permettraient éventuellement de freiner le choc démographique? Ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de le freiner. Il y a des pays qui comptent davantage, comme la France, sur une politique familiale. Ça réussit, mais pas assez. On est toujours en bas du seuil de renouvellement des populations. Et vous avez d'autres pays, comme l'Allemagne, justement, qui ont compté énormément sur l'immigration. Certains pays rejettent violemment l'immigration. On pense à la Hongrie, par exemple. Mais au total, ça fait quand même que vous avez un taux qui est à 1,67 enfants par femme, c'est en deçà du taux de renouvellement qui est à 2,2. Donc oui, on a ce problème. Et je pourrais même aller plus loin que ça et parler de choses qui ne sont pas politiquement correctes. Savez-vous que à la Deuxième Guerre mondiale, les Occidentaux, et je parle donc de l'Oural jusqu'aux États-Unis en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Occidentaux représentaient 33% de la population mondiale. À cette époque-là, d'ailleurs, les États-Unis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, représentaient eux-mêmes 33% aussi de l'économie mondiale. Eh bien, la part de l'Occident en termes de population a beaucoup diminué depuis toutes ces années. Oui, tout à fait. On est rendu quelque part autour de 13% de l'ensemble de la population mondiale. Donc, il est tout à fait normal, simplement parce qu'on est moins nombreux, que l'influence de l'Occident soit moins grande dans le monde. C'est malheureux, mais normal, et ça donne en fait ces problèmes qu'on voit aussi en ce moment. On voit des industries prodigieuses en Asie, etc., qui montent.
Ben, c'est intéressant parce que votre rôle à vous, c'est finalement de nous dresser ce portrait qui nous permet de comprendre quelles sont les dynamiques. Parce que, évidemment, quand on parle d'innovation, quand on parle de transformation numérique, si on est dans des contextes où, par exemple, en Chine, on a un contexte politique qui fait en sorte que les gouvernements investissent et veulent que leurs organisations investissent en transformation, veulent être les leaders. Et de l'autre côté, ce que je comprends, c'est que quand on a déjà vu l'Union européenne beaucoup plus concertée dans le développement, on en discutait un peu avant, mais il y a un indice de l'innovation européen. On avait l'impression que tout le monde œuvrait dans la même direction et qu'on allait additionner nos forces. Mais là, ce que vous nous dites, c'est que en Europe, avec le Brexit, mais aussi avec d'autres politiques, avec les Gilets jaunes et tout ça, on a l'impression que la pression fait en sorte qu'on revient davantage sur nous-mêmes et que, vous l'avez dit, le bilatéral a davantage sa place. Est-ce que ça joue dans la dynamique du développement des organisations dans chacun de ces pays-là? Oui, et je vous dirais que plus que ça, prenez un exemple très précis. Prenons Huawei. Oui. Huawei, c'est cette grande entreprise de 5G qui est soupçonnée, et c'est fort probable, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser des opérations d'espionnage à travers ces réseaux. Et donc, les États-Unis ne veulent pas de Huawei chez eux, ils n'en veulent pas chez leurs alliés non plus. Huawei est en plus en compétition avec des entreprises européennes, par exemple Ericsson, qui est dans les pays scandinaves. Très bien. Mais Huawei est déjà présente en Europe. Elle est présente dans plusieurs pays européens. Elle est en France, elle est en Espagne, elle est même dans des pays scandinaves et elle est en procès justement contre les pays scandinaves parce qu'elle se sert de notre droit, précisément du droit européen, pour justement pénétrer les marchés. Or, je disais tout à l'heure, c'est bien naïf de penser que les Chinois vont faire la même chose vont ouvrir les marchés comme ici. C'est possible que Huawei gagne sa cause en Europe et que certains gouvernements soient obligés de laisser rentrer Huawei. Mais pensez-vous pour une seule seconde que Ericsson pourrait faire la même chose en Chine? Ah oui, il pourrait aller en procès. Sauf que tous les juges sont membres du Parti communiste chinois. Exact. Les juges reçoivent leurs ordres directement du Parti communiste chinois. Jamais Ericsson n'aura les mêmes chances que Huawei en Europe. Enfin, a eu en Europe, jamais Ericsson n'aura ça en Chine. Donc, on a l'impression qu'on est dans le deux poids, deux mesures. Il y avait Grégor et il y avait Jean-Guy qui voulaient intervenir. Oui, très rapidement, et merci beaucoup, Loïc et Marie aussi. Peut-être juste à tester trois idées. Une idée qui est plutôt négative dans le cas européen et deux autres qui sont davantage point d'interrogation positive. Sur le plan négatif, je pense que le COVID fait en sorte que l'Europe vit une très grande tension entre son engagement pan-européen vers un marché libre et unifié et libre de toute entrave commerciale et la volonté politique des États de retourner à des politiques industrielles qui sont en principe pas accueillies par l'Union européenne en raison de Schengen et du libre marché. Les facteurs positifs, et ça c'est vraiment un point d'interrogation, j'aimerais penser qu'on avait un système de formation professionnelle au Québec capable de faire ce que le système de formation professionnelle a fait en Allemagne avec les réfugiés de la Syrie notamment. Dans l'intégration par le travail. L'intégration par le travail et j'aimerais penser qu'on a ça, mais j'en doute. Alors, tout le monde envie l'Allemagne pour ce qui est de sa formation professionnelle, mais le facteur démographique fait en sorte qu'on a réussi, et c'était un pari, et nous aimons en parler au Québec des cas positifs, mais les cas positifs sont parfois l'exception, qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais ce n'est pas systémique. Mais au moins en Allemagne, par rapport à l'Italie ou la Grèce ou ailleurs, on a réussi à intégrer par la formation professionnelle. Ça, c'est un facteur positif. L'autre facteur Grégor, positif... juste avant que vous alliez sur le troisième, vous dites justement que la formation professionnelle, et comme ce que je comprends, c'est que ce n'est pas intégré dans nos mœurs au Québec. Est-ce que vous pensez que la COVID est un accélérateur pour ça?
Donc, pour faire en sorte que on a parlé beaucoup de requalification du programme gouvernemental, puis vous aurez la chance de le creuser, là, je sais, dans votre présentation, mais est-ce que vous pensez quand même qu'on est en train de faire quelque chose qui va nous permettre de nous distinguer du reste du monde éventuellement? J'aimerais dire oui, mais la preuve du concept est manquante. OK. Je Alors, je pense que m'excuse, c'est je plutôt la vous ai coupé fragmentation. dans votre flow, là, vous aviez Oui, un non, mais troisième élément? je vais terminer mon flow en disant simplement que peut-être un facteur positif, mais difficile à dire, c'est la transition climatique. Alors, on aimerait penser que les pressions environnementales et l'engagement plus important de l'État européen fait en sorte que c'est un facteur d'innovation. Et je pense en particulier à nos gens de la métallurgie ici, aux gens du caoutchouc, etc. Les gens dans les industries où la production de CO2 est très importante et où les pressions étatiques font en sorte qu'il y a beaucoup d'innovation au plan environnemental. Évidemment, ça, c'est des questions que je lance à Loïc et on pourrait passer 2 heures là-dessus, juste sur l'Europe. Loïc, on va y revenir. Merci beaucoup, Grégoire. Loïc, juste avant, parce que je sais que déjà Mathieu et Jean-Guy voulaient intervenir, donc on va ramasser un peu de commentaires comme ça, puis on retournera à vous si vous voulez bien. Alors, Jean-Guy, vous vouliez aussi commenter sur la présentation de Loïc. Oui, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on peut comprendre que le système d'innovation dans le monde est basé sur des conventions de protection. C'est-à-dire que lorsqu'on innove comme entreprise ou comme entrepreneur, comme innovant, on reçoit un monopole de pouvoir nous-mêmes prendre acte de cette innovation-là et d'en exploiter les biens. Et ça, c'est très occidental comme vision. Donc, la transformation des blocs de pouvoir à l'intérieur du monde fait en sorte que les protections qu'on prend pour acquis dans l'innovation seront peut-être moins fortes dans le futur. Donc, ça, sur l'innovation, il y aura une influence négative, malheureusement. On sait, les anecdotes sont nombreuses d'entreprises occidentales qui sont allées en Chine pour se voir des processus recopiés par des entreprises chinoises et ne pas pouvoir aller rechercher la protection nécessaire pour pouvoir récupérer leurs droits. Donc, ça, dans le futur, dans un futur ou dans un commerce globalisé, est-ce qu'on va voir, et je demande Loïc de répondre, pas de répondre à ça, mais de commenter là-dessus, revenir à des blocs un peu plus emmurés à l'intérieur même de leur propre zone économique, de peur que d'aller trop large, on se fasse voler l'avantage qu'on aurait développé. Très intéressant. Et il y avait Mathieu, puis ensuite de ça, j'accumule les questions pour vous, Loïc. Là. Il y avait Mathieu qui voulait aussi commenter. Rapidement, moi, ça me rappelle lorsque j'étais stagiaire à Bruxelles il y a environ 8 ans et c'était la crise des dettes souveraines avec la Grèce qui prenait le large, sans vouloir faire de jeu de mots avec les îles balnéaires de la Grèce, mais quand même où j'étais dans des lectures critiques à propos de l'Union européenne, où on avait quand même un marché unifié, un euro qui était calqué sur on l'appelait le Deutsche Euro, l'euromarque, oui. Et une politique sociale un peu désarçonnée en raison surtout de l'élargissement à l'Est. Mais moi, je vais être moins négatif que Loïc. Je vais dire, tout de même, c'est un moment historique pour 2 choses. La première, le pacte fiscal COVID est un compromis majeur que l'Allemagne avait refusé de faire depuis très longtemps. Puis je crois que la crise des dettes souveraines il y a environ 8 ans était assez symbolique sur le fait qu'il y avait une intégration monétaire et du marché, mais qu'il n'y avait pas d'intégration fiscale. Deuxième chose, l'accord du Brexit est un accord gagnant pour l'Union européenne. On pensait que ça allait craquer. Oui. La question de la pêche était davantage un point pour les Espagnols, les Français, les Néerlandais. Ils ont tenu, puis ils ont gagné à mon point de vue. Donc je vais être quand même positif là-dessus pour l'Union européenne, même si je crois qu'il y a des défauts de conception très fort au niveau social. Donc, un point positif, un peu, dans le fond, on est un peu plus optimiste du côté de Mathieu. Loïc, donc, Grégoire amenait un point intéressant, puis
on l'a vu en Europe, toute la politique environnementale, quand même, la France, entre autres, fait figure d'innovant là-dedans. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, avec la COVID, est-ce que les changements climatiques vont être un accélérateur dans les différents blocs dont vous avez parlé, que ce soit aux États-Unis avec l'arrivée de Biden, que ce soit avec le bloc européen, ou est-ce que la Chine pourrait se distinguer aussi en décidant d'accélérer le développement de certaines technologies en matière environnementale? Dans l'accord qui a été conclu le 30 décembre entre la Chine et l'Europe, l'Union européenne, il y a beaucoup de questions d'environnement. Et on insiste beaucoup sur l'adhésion de la Chine, par exemple, aux accords de Paris. Le thème de l'environnement en Europe est un thème qui est beaucoup plus fort qu'ici. On a en ce moment, par exemple, en Europe, une grande conférence mondiale sur l'environnement, l'innovation, en particulier dans le domaine de l'énergie, en particulier dans le domaine du financement des innovations vertes. Et c'est très, très fort. Donc ça pousse très, très, très fort dans ce sens-là. Et effectivement, je pense que avec la COVID, on a un peu perdu de vue l'environnement, mais que c'est un thème qui va revenir très fortement cet été, quand on aura, on espère, presque tous eu le vaccin, quelque chose comme ça, et que la pandémie sera derrière nous. Donc oui, l'innovation verte est extrêmement importante. Oui, c'est quelque chose qui est très important pour les Européens et pour les Chinois, oui, c'est ça, pour les Japonais, un peu partout à travers le monde. Et le moment où on va empêcher des produits d'entrer dans certains pays parce qu'ils ne sont pas assez verts pourrait arriver plus rapidement qu'on le pense. Et donc ça. Je vois Jean-Guy qui dit oui, effectivement, parce qu'on le sent, là, c'est quelque chose, il va y avoir une pression, puis il va peut-être y avoir une pression qui va s'accélérer là, avec l'arrivée du vaccin, puis pas la fin, mais le semblant de retour à la normale. Exactement. Et j'aimerais rapidement revenir sur ce que Mathieu disait. C'est vrai que j'ai dépeint quelque chose de loin, mais moi, à court terme, je suis assez d'accord avec dit. Le Brexit, ça a fonctionné. Effectivement, il y a eu un pacte fiscal de 750 milliards, ça a fonctionné. Et je pense qu'avec l'arrivée de Biden, on va avoir une accalmie mondiale. Ce sera plus Trump qui sera là. Ça va bien aller pour les quelques années qui viennent. Mais ce dont je parle, c'est plus la structure à long terme, les défis auxquels l'Europe est confrontée à long terme. Et il faut absolument que l'Europe change sa structure, sinon les problèmes vont continuer à s'amplifier, ce que j'ai décrit, je crois, et il va y avoir un véritable problème. Et le Brexit, ça fonctionne pour le moment, mais si l'Angleterre, si la Grande-Bretagne, je veux dire, devient de plus en plus forte et de moins en moins dépendante de l'Europe, et évidemment, elle va s'enligner de moins en moins sur l'Europe, et elle pourrait constituer à ce moment-là un exemple d'un pays qui a réussi avec succès à sortir de l'Union européenne. Ce n'est pas tout à fait le cas maintenant. En terminant, juste revenir sur l'interrogation de Jean-Guy, parce qu'effectivement, plusieurs entreprises collaborent avec la Chine, que ce soit parce qu'on fait manufacturer, on dessine ici, je pense au textile parfois, où on dessine ici, on fait manufacturer à l'étranger. Mais qu'est-ce qu'il y en est justement sur ces règles d'encadrement, de protection de l'innovation quand nous, on arrive, par exemple, avec un tissu ou avec un produit innovant et qu'on veut le reproduire en quantité et qu'on décide de faire appel au secteur manufacturier chinois, on se retrouve un peu devant, c'est ça, un peu nu. En fait, ce qui se produit, c'est que les produits chinois, eux, ont de la protection pour leur propriété intellectuelle des tribunaux chinois. Et ils sont très forts là-dessus, évidemment. Ils sont les premiers déposants de brevets maintenant à travers le monde. Il ne faut surtout pas sous-estimer toute la science et la technologie chinoise. Non, c'est ça. Ils sont à la fine pointe de la science et de la technologie dans plusieurs domaines et ils ont devancé les États-Unis dans certains domaines, en particulier, par exemple, dans la télécommunication quantique ou alors même dans les ordinateurs quantiques. Et c'est un grave problème parce que ces ordinateurs quantiques sont eux-mêmes à la fine pointe de la technologie. Donc oui, on va avoir encore plus de découvertes qui vont sortir de la Chine dans les prochaines années. Mais le problème, c'est que les Chinois protègent leurs propres découvertes, leurs propres brevets avec leurs propres tribunaux facilement. Ils vont, bien entendu, dans les organisations internationales pour protéger leurs brevets aussi à l'international, là où ça fonctionne à peu près. Mais nous, on se retrouve pris avec de véritables problèmes quand on arrive en Chine
pour faire respecter nos brevets. Là, curieusement, il y a plein de problèmes, c'est pas tout à fait la même chose, et les brevets sont peu respectés. Donc, effectivement, malheureusement, c'est possible que face à tout ça, on décide enfin, si vous voulez, ça c'est une logique qui va dans le sens de la formation de blocs distincts, et la Chine ne fait certainement pas partie du même bloc que les pays démocratiques là-dessus, ça c'est assez clair. Ben, merci beaucoup, Loïc. En tout cas, ça va être à suivre parce qu'effectivement, la Chine n'est plus la Chine des années 90-2000 où ils prenaient des concepts et les appliquaient. Aujourd'hui, ils innovent eux aussi. Et ça, on peut le voir de plus en plus dans tous les secteurs d'activité. Permettez, Marie, en 30 secondes, même, oui. Je vais juste ajouter une chose. Ce qui est assez triste là-dedans, c'est que les pays occidentaux, les démocraties, ont partagé leur science avec le reste du monde. Oui. Mais en Chine, depuis 2-3 ans, il est interdit aux chercheurs chinois de partager les connaissances qui sont des connaissances qui pourraient justement être très importantes pour l'innovation, pour l'économie, pour la science fondamentale parfois. Donc, ce n'est pas du tout réciproque. On comprend, oui, on comprend que ça va être un défi encore plus important dans l'avenir. Merci beaucoup, Loïc. On va aller maintenant du côté de Jean-Guy. Donc, on a dressé ce portrait de la géopolitique et des effets sur l'innovation, sur la transformation des organisations. En temps de COVID, il y a eu beaucoup de programmes gouvernementaux partout dans le monde, des programmes qui ont permis de venir soutenir que ça soit l'investissement, que ça soit l'emploi, que ça soit juste les besoins de base des organisations. On l'a vu dans certains secteurs, dans l'aéronautique, entre autres, où il y a eu des pays qui ont très soutenu leur secteur aéronautique et d'autres pas. Jean-Guy, vous avez dressé un portrait justement des différents programmes de soutien des différents pays à travers le monde pour nous permettre de comprendre si on se bat à armes égales un peu. Oui, merci beaucoup. J'ai un PowerPoint, une présentation que je vais partager. Écoutez, le défi était quand même assez intéressant pour moi, dans le sens que c'est d'aller voir comment les autres pays ont réagi face à la COVID, mais aussi dans le cadre de l'innovation. Parce qu'il faut se rappeler où on part avant comme société occidentale ou société en général développée, là, entre guillemets, ou quels sont les défis. Ça fait des années que la productivité dans les pays développés est au point quasi mort. Les taux de croissance de productivité ne sont pas très bons. Depuis la crise financière, on n'est pas en augmentation. On a des défis de vieillissement. Le défi que le Québec vit, le vieillissement de la population, le Québec a juste un peu d'avance sur d'autres sociétés, mais l'ensemble des sociétés vont finir par rencontrer le même défi. Donc, ça s'inscrit dans la trame de fond. S'ajoute à ça la COVID, par-dessus ça. Et là, la question que je me suis posée lorsque j'ai commencé à travailler sur cette question-là durant le temps des fêtes, c'est est-ce qu'on a pu profiter de la crise de la COVID puis de l'ensemble des fonds qu'on mettait dans le système pour influencer un peu la direction de notre économie ou des économies générales en Occident et comment on se compare face aux autres aussi? Est-ce que d'autres ont eu des bonnes recettes? Donc, je vais commencer rapidement parce que la dernière fois qu'on s'est parlé lors du premier webinaire, je vous avais présenté des chiffres de PIB. Juste faire une petite mise à jour pour vous dire que ça va quand même assez bien dans les 4 domaines. Là. Je veux dire, le PIB du Québec au 3e trimestre rattrape tranquillement un peu le niveau qu'on avait en 2019. Donc, oui, il y a eu une crise de la COVID. Oui, on a eu une crise économique internationale. Mais au Québec, on a une résilience de l'économie. Notre économie reprend quand même assez bien. J'ai hâte de voir les prochains chiffres au prochain trimestre. Mais essentiellement, le confinement étant plus spécifique pour la population, mais moins spécifique pour l'économie actuellement, probablement qu'on devrait quand même assez bien s'en sortir au retour des fêtes avec l'économie québécoise. Donc, je ferme la parenthèse économique. Je voulais que le monde puisse voir un peu dans quelle direction qu'on est. Dans le fond, le feu n'est pas nécessairement pris partout. Ça, c'est le taux de récupération par secteur du PIB par industrie par rapport à décembre 2019. Il y a même des industries qui sont plus élevées, dont l'industrie textile, que ce que c'était en décembre 2019. Donc, il y a quand même une certaine résilience à l'intérieur de l'économie québécoise qui est intéressante. Ça met un peu au relatif
un peu ce que je vais présenter plus tard. Il y a d'autres économies dans le monde qui, eux, sont un peu plus dramatiquement touchées avec la crise actuelle. Donc, les programmes de soutien, il y a plusieurs modèles qu'on peut faire qui ont émergé post-COVID. Donc, ça peut être le soutien aux individus que vous avez tous connus. Donc, la PCU est le meilleur exemple. Donc, le support directement aux citoyens. Donc, je les ai divisés en niveaux de support. Donc, si on est un niveau 1, c'est un support qui est relativement faible. Un niveau 4, par exemple, ça va être un support qui est vraiment beaucoup plus substantiel aux individus. Donc, la plupart des pays ont eu des supports pour les personnes atteintes de la COVID, des gens qui ont perdu leur emploi, un support général sans discrimination, c'est-à-dire tout le monde reçoit un chèque, une subvention à la consommation, donc on subventionne directement le consommateur. Et même chose pour les entreprises. Euh, et vous l'avez vu au Québec, il y en a eu quelques exemples, des supports aux adaptations liées à la COVID-19, lorsqu'il a fallu, par exemple, euh, euh, investir dans les usines pour séparer les gens, avoir 2 mètres de distance. Ça, c'était support direct en disant on va vous aider à le faire. Des reports de taxes, des congés de taxes, donc des allègements fiscaux, des programmes ciblés, des prêts, des subventions, des programmes d'acquisition publique. C'est pour des technologies particulières, des programmes généraux où on prêtait carrément sans discrimination sur l'objectif aux entreprises, bateaux d'intérêt, subventions salariales, subventions générales, investissement direct. Il n'y a pas eu de nationalisation, il n'y en a pas eu au Québec. Il y a eu des discussions ailleurs dans le monde, mais au Québec, on n'est pas allé jusque-là. Mais ça serait l'arme ultime du gouvernement pour sauver des industries. Mais essentiellement, chaque pays a utilisé un peu de tout ça dans ses programmes de support pour passer à travers la COVID. J'ai décidé de me concentrer peut-être sur 3 exemples et je ne voulais pas nécessairement faire les États-Unis de façon concrète parce qu'on a touché beaucoup à cette question-là la dernière fois. Et je voulais plutôt aller dans un exemple d'un pays qui en a fait peu, un exemple d'un pays qui en a fait quand même pas mal, puis un exemple d'un pays qui est modèle, donc que je lui donnerais une note de A sur comment elle a réagi face à la COVID. Tu sais, la Grande-Bretagne n'en a pas fait tant que ça. Lorsqu'on analyse concrètement ce que la Grande-Bretagne a fait, c'est beaucoup des supports pour les employés pour atteindre la COVID. On a contrôlé les prix de certains intrants. Donc, on a dit certains produits de consommation, puis certains intrants industriels, les prix sont fixés. C'est comme ça que ce prix-là sera fixé dans le futur, donc pour éviter une certaine inflation. Et on a surtout fait des prêts pour les cash flows en franglais Mhm. ou en trésorerie. Donc, on a surtout investi dans les trésoreries des entreprises et non pas nécessairement des prêts aux entreprises pour des investissements. Donc, la Grande-Bretagne, malgré qu'il y ait une des endroits dans le monde qui a été le plus touché par la COVID et qui l'est actuellement, n'est pas nécessairement celle qui est la plus interventionniste en termes de son économie, ce qui pourrait être surprenant étant donné sa position face au Brexit et mais peu surprenant considérant que c'est quand même un gouvernement conservateur qui est au pouvoir en Grande-Bretagne. Donc, on est dans cet esprit-là. Un pays qui en a fait un petit peu plus, c'est la France. La France, c'est quand même dans le milieu de peloton. Ce qui fait en sorte que la France est dans le milieu de peloton, c'est que les montants ne sont pas nécessairement spectaculaires. Le gouvernement français a plutôt été timide par rapport à d'autres gouvernements en termes d'investissement financier dans l'économie. Donc, on a surtout fait des prêts directs par la Banque publique d'investissement, des reports de charges sociales. Donc, on a reporté des charges sociales qui devaient être payées par les entreprises, des subventions salariales directes, des prêts aux petites entreprises. Ça, il y en a eu beaucoup. Mais on parle de petits montants, on ne parle pas de prêts substantiels. Donc, la France, par rapport au Canada, d'ailleurs, a fait moins, si on y va en termes concrètement, qu'on aurait pu y penser. Et le champion, toute catégorie, ben, c'est l'Allemagne. Le cadre allemand était de loin le plus développé et le plus précis dans son application. Donc, les prêts garantis d'environ 400 milliards d'euros. Donc, ça, c'est outre ce qui était pensé dans le cadre de l'Union européenne. Des paiements directs pour les petites entreprises, les individus, ils ont modifié leur assurance emploi, il y a eu des supports pour les enfants, donc des prestations familiales, flexibilité dans la répartition des heures travaillées, non pénalisantes. Donc, ça veut dire que on pouvait, par exemple, réduire les heures des employés et recevoir de l'argent en fonction des heures réduites
et ça n'était pas nécessairement pénalisé non plus sur l'assurance emploi allemande. Donc, ils ont assoupli leur système de fond en comble. Ils ont ajouté après ça un fonds de 600 milliards pour les entreprises. Donc, les entreprises qui pouvaient y avoir accès, c'était s'ils remplissaient 2 des 3 conditions. Donc, on parle de la grande entreprise, 249 employés plus, 50 millions en liquidité d'euros par année. Et ils ont littéralement donné 50 millions pour les startups, donc les petites entreprises innovantes sur leur territoire. Donc, énormément d'euros qui ont été mis dans le système allemand. Ils ont prêté pour des acquisitions et des investissements. Le gouvernement allemand fédéral, autant que les lenders, ont perçu une possibilité que la crise pouvait faire en sorte qu'il y ait une certaine consolidation industrielle. Donc, ils ont mis de l'argent pour ça. Ils ont fait des prêts à bateau pour les investissements, pour les startups aussi. Et 50 milliards en aide directe pour les travailleurs autonomes. Ça, c'est énorme. Voilà. Donc, c'est le cadre allemand qui, selon moi, au niveau du support industriel, était le plus développé et même beaucoup plus précis que ce qu'on a vu au Canada dans les derniers 9 mois. Donc, voilà. Donc, la Grande-Bretagne n'est pas probablement le modèle qu'on n'aurait pas dû suivre. La France, c'est un modèle moyen. L'Allemagne est probablement le premier de classe autour de la table. Il y a d'autres exemples. Dans le rapport qui vont vous être circulés la semaine prochaine, il y aura plusieurs trucs qu'on va ajouter, mais essentiellement, les trois exemples que je voulais mettre en exergue aujourd'hui pour vous montrer qu'il y avait toutes sortes d'idées qui ont flotté. Donc, en résumé, au niveau des grands axes de support, il y a eu les délais de taxes. L'ensemble des pays, à peu près, à part 1 ou 2 exceptions de l'OCDE, ont accordé des délais de taxes, donc des délais de remise dans les taxes, ont reporté les rapports des charges sociales. Donc, il y en a qui l'ont fait plus tard, plus tôt, mais essentiellement, c'était une façon de procéder qui est assez répandue. La plupart des pays ont aussi donné des allègements fiscaux. Donc, les entreprises ont reçu un allègement de taxes et d'impôts. Le Canada n'est pas entré dans ça, comme la France. On n'a pas offert aussi au Canada des allègements fiscaux. On a surtout offert des reports. Et la plupart des pays aussi ont offert des subventions salariales, donc pour supporter les gens en emploi. Plus spécifiquement sur les tables d'imposition, la plupart des rapports d'impôts, comme je l'ai dit, ont tous été reportés. Cotisation sociale, ça dépendait des pays. Taxe à la consommation aussi. Et ce qui est intéressant, ce qui a peu été exploité, c'est l'accélération des remboursements, donc les immobilisations, de pouvoir retarder un peu d'accélérer un peu, d'intégrer un peu les immobilisations qui auraient été investies par les entreprises à l'intérieur même des pertes d'une année. Ça, la France le fait, mais la plupart des pays n'ont pas eu recours à ces façons de faire, ce qui aurait pu aider assez rapidement la reprise. Un petit coup d'œil sur l'aérospatiale. Marie, tu l'as abordé en introduction. Le Canada, on a été très peu actifs en aérospatiale. C'est le dernier point. On a acheté 2 avions de Bombardier. Donc, c'est à peu près ça qu'on a fait. Le reste du monde a investi énormément dans son industrie aérospatiale. Les montants sont, dans le monde, c'est environ 100 milliards de dollars américains d'investissement direct. Les États-Unis ont quand même investi énormément dans Boeing, mais Boeing n'a pas pris l'argent finalement. Ils se sont fait financer sur le marché extérieur. Mais ils ont quand même, les États-Unis, des promesses d'achat militaires assez importantes, ce que le Canada fait peu ou pas. L'Allemagne a quand même donné 10 milliards directs d'euros à Lufthansa. Donc, la plupart des pays qui ont les productions en aérospatiale ont été très actifs dans le supporter l'industrie de façon directe. Et c'est la seule industrie, en fait, que j'ai vu qui a eu une aide quand même assez spécifique, à part le tourisme, qui n'est pas nécessairement autour de la table aujourd'hui. La plupart des industries n'ont pas eu de ce type d'aide directe ailleurs dans le monde, sauf l'aérospatiale. Je termine avec la France, parce que la France, il y avait quand même une idée intéressante. La France a supporté Airbus
donc qui est basé à Toulouse, donc investissement direct, crédit à l'exportation, achat militaire, mais aussi mis un programme et ça, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé là, de programme de support COVID vers l'innovation en disant, bon, on vous donne 15 milliards d'euros, mais c'est pour l'avion vert. Vous allez développer, vous allez penser l'avion vert, vous allez innover dans ce secteur-là. Et c'est une condition sine qua non pour le fait qu'on vous le donne. Si on vous donne cet argent-là, c'est parce que vous devez nous promettre que vous devez aller vers cette innovation-là le plus rapidement possible. Et je reviens au départ. Est-ce qu'on a pu bénéficier de cette crise-là pour transformer notre innovation, notre industrie? Malheureusement, non. Malheureusement, les programmes de support n'ont pas été pensés comme ça. Et 9 mois plus tard, ou 10 mois plus tard, après le début de la crise, il ne semble pas avoir de mouvement vers une transformation de ces programmes-là, alors que ça devrait. Il y a certaines données qui sont inquiétantes. La plupart des entreprises mondiales dans le monde ont déclaré vouloir être intéressées à innover, à changer leur façon de faire. Ils pensent que la crise va changer de façon profonde leur entreprise. Donc, ils cherchent de l'innovation, ils cherchent à vouloir être en faveur de mouvements qui vont changer leur façon de faire. Il y a 21% disent qu'ils pensent il y a une erreur, là, qu'ils n'ont pas l'expertise pour faire les innovations nécessaires. Donc, ça veut dire que, je vais corriger moi, 21% pensent qu'ils ont l'expertise, donc ça veut dire que le reste ne l'a pas. Donc, 79% des gens n'ont pas l'expertise nécessaire à faire les innovations pour choisir la bonne innovation. Et ça, c'est inquiétant dans un système qui a énormément d'argent en support pour passer à travers, puis c'est une bonne chose, mais ne sait pas nécessairement vers quoi se diriger pour pouvoir transformer son économie, transformer son entreprise, transformer les économies locales. Actuellement, il y a juste le secteur des sciences de la vie qui nomme l'innovation comme étant la priorité actuelle de l'entreprise. Les gens sont encore dans un mode COVID, dans un mode survie, dans un mode passant à travers la crise, alors que la réflexion sur l'innovation devrait commencer dès maintenant, devrait être déjà en marche. Les programmes actuels, c'est surtout des achats et des innovations en santé. Donc, les gouvernements investissent beaucoup en santé pour des raisons évidentes. On est dans une crise sanitaire vers laquelle il fallait répondre, trouver des solutions. Donc, on a fait des achats en santé, puis on a subventionné l'innovation santé. Le programme qui serait nécessaire, ce serait des achats industriels publics vers l'innovation et que ce soit facile pour une entreprise de vendre au pouvoir public. Et nous, Solidaridad à l'IDQ, on le répète sur toutes les tribunes, l'éducation, parce que les gens qui innovent, c'est des gens qui ont d'abord été formés pour innover. Et ça, c'est un autre coup de barre à donner au Québec, encore une fois. Voilà. Bien, merci beaucoup. On réalise, en tout cas, je ne sais pas, je serais curieuse de voir, moi, comment, dans 5 ans, par exemple, quel genre de résultats on verra en Allemagne qui a tout de suite mis en place des programmes qui visent, dans le fond, les objectifs qu'on veut atteindre, plutôt que de passer à travers la crise. C'est ce que je comprends dans votre présentation, Jean-Guy. Moi, je vous le dis, là, on a envie de vous entendre. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que vous pensez que les programmes qui ont été mis en place correspondaient à vos besoins? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui auraient pu être mises en place pour justement accélérer l'innovation? On sait que Investissement Québec avait récemment mis un programme pour justement accélérer la productivité et l'innovation. Est-ce que ce genre de programme-là, c'est suffisant? Est-ce que ça répond à vos besoins? Parce que c'est, dans le fond, on a aussi besoin de vous entendre pour savoir si vous vous sentez appuyé. Parce que ce que je trouve intéressant, Jean-Guy, aussi, c'est qu'on a vu que dans les 4 secteurs qui sont représentés aujourd'hui, il y a des endroits, on pense au textile entre autres, où l'emploi a augmenté depuis la crise. Et c'est beaucoup des entreprises qui ont innové, qui se sont transformées très rapidement pour répondre aux besoins de la santé. Oui, effectivement. Et c'est des entreprises à laquelle on a demandé de leur innover. Il y a eu un appel, il y a un appel concret du pouvoir public. Venez innover, venez nous aider, et ils ont répondu présent. Donc, ça c'est en soi, c'est une réaction
intéressantes, mais ça fait en sorte que le Québec, quand même, un terreau fertile à l'innovation. On n'est pas les derniers de classe. Là, on est quand même lorsqu'on voit le nombre de startups qui commencent, le nombre d'ententes, on a rattrapé des moyennes intéressantes. Donc, on n'est plus dans le Québec des début des années 2000 qui avait un peu de difficulté. On est dans un autre univers actuellement. Et ça, c'est intéressant. Et nos entreprises innovent beaucoup. On le voit, et on le voit en termes de procédés, de procédures. Lorsqu'on regarde qui achète les brevets québécois, c'est souvent des gros joueurs. Donc, il y a de la grosse innovation qui se fait qui sont intéressantes. La prochaine étape, c'est est-ce que ces entreprises-là, innovantes, peuvent nécessairement trouver des marchés intéressants et est-ce qu'on a enlevé tous les obstacles qui existent pour qu'ils puissent grandir? Ça, c'est la prochaine grande Oui. question. Parce que c'est intéressant, vous parlez des obstacles. Mathieu, j'arrive à vous très rapidement, mais vous parlez des obstacles et Grégoire par la suite. On le voyait dans l'exemple de ce qu'on a vu là, sur le masque N99 qui a été développé au Québec, que les obstacles, c'est pas seulement financier, c'est aussi réglementaire, c'est aussi un État modèle qui peut être agile et capable de s'adapter à une réalité qui est celle de la COVID, par exemple. Oui, c'est le cas. Puis je ne veux pas prendre le temps de Mathieu qui veut commenter. Il y a Mathieu et Grégoire. Ah, C'est OK. des commentaires, mais on a du temps, Ouais. À vrai dire, c'est une question. OK. D'accord. Mais oui, je vous donne un exemple dans l'industrie verte là, que je connais quand même assez bien. L'industrie verte, il y avait énormément d'innovation et malheureusement, leur premier client n'est pas le gouvernement du Québec ou les entreprises du Québec. C'est souvent des clients à l'extérieur du Québec. Ils doivent se faire connaître sur les marchés internationaux et lorsqu'ils ont la reconnaissance du marché international, là, ils sont capables d'entrer dans les chaînes de valeur québécoises ou dans la chaîne de valeur publique. Alors que la relation devrait être inverse. Ailleurs dans le monde, le donneur d'ordre, qui est l'État, va créer lui-même des zones d'innovation. Le meilleur exemple étant l'industrie aérospatiale américaine qui est née d'une course à la Lune. Donc, exact. voilà. Alors, il y a Mathieu, Grégoire et Loïc. Mathieu, vous aviez une question. Oui, ben, je pense que c'est pour le bénéfice de nos téléspectateurs. C'est quoi qui explique la résilience de l'économie québécoise? Puis, je dirais que c'est une résilience quand même qui est présente depuis quelques années. On accumule quand même des statistiques intéressantes, et alors que le Québec était perçu comme l'enfant malade de la fédération dans les années 80-90, je pourrais y aller d'hypothèse. Est-ce que c'est la base industrielle diversifiée, la présence du secteur public ou une économie aussi qui est moins inégalitaire? C'est-à-dire que peut-être les ménages dépensent plus et aussi notre particularité institutionnelle en termes d'État puis d'acteurs sociaux. Parce que les autres économies actuellement, si on prend l'économie ontarienne, à moins que je me trompe, ne montrent pas des signes aussi encourageants que l'économie québécoise. Donc, on a quand même un gros test là. Est-ce que je peux répondre F, toutes ces réponses? Oui, c'est bon, ça. Mais non, effectivement, je pense que Mathieu, tu mets le doigt sur plusieurs éléments qui font en sorte. On est une économie de PME. Des fois, c'est des bonnes choses, des fois, c'est une mauvaise chose. Actuellement, c'est une bonne chose. Une économie de PME, en général, réagit rapidement aux projets, aux défis économiques qui peuvent se pointer. On est moins dépendant des grands groupes industriels qui pourraient disparaître du jour au lendemain parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs. Donc, on a des grandes fermetures de 15 000 emplois perdus. Si on voyait ça avant, on voit moins ça. Donc, ça, entre autres, c'est intéressant. Et les industries québécoises sont assez diversifiées. On est pas mal, on a nos pieds dans la plupart de champs intéressants d'avenir. Et dernier truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'industrie québécoise exporte beaucoup. Donc, comparativement à d'autres provinces où c'est certaines industries qui exportent, au Québec, on a une tradition d'exportateur. On n'a pas une balance commerciale positive, on a une tradition d'exportateur et ça nous permet d'avoir le réflexe de trouver des nouveaux clients assez rapidement, souvent. Donc, voilà. Avant de passer la parole à Grégoire, justement, là-dessus, vous dites, c'est ça, on a tous ces avantages-là. On a beaucoup parlé du talon d'Achille du Québec, qui est la productivité. Le fait que les entreprises québécoises sont, oui, diversifiées, oui, innovantes, mais
pas nécessairement les plus productives. Le Canada n'est pas le plus productif de l'OCDE et le Québec n'est pas le plus productif du Canada. Est-ce que ça, est-ce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment peut-être pour changer ça, ou est-ce que c'est en train de changer? C'est un bon moment pour changer ça maintenant. On n'aura pas le choix parce que pour augmenter la production d'une entreprise qui fait face à une pénurie de main-d'œuvre, parce que soyons clairs, la pénurie de main-d'œuvre va revenir. Il n'est pas déjà revenu parce que les gens prennent Dans leur certains retraite. secteurs, on le sent déjà, hein? Parce que les gens vont prendre leur retraite et c'est légitime qu'ils Oui. le fassent. Donc, veut pas, s'il n'y a pas assez de gens pour les remplacer, il y aura une pénurie de main-d'œuvre. Donc, la façon de répondre à ça, c'est tu as deux choix. Soit que tu fermes tes portes ou que tu augmentes ta productivité pour pouvoir répondre à tes clients autrement. Donc, il y aura, on était dans les bonnes intentions il y a quelques années. Là, on va être dans la nécessité de faire des transformations de la productivité de nos entreprises. Donc, on aura besoin d'un État modèle, mais aussi davantage peut-être de soutien, ou en tout cas, on verra si on a suffisamment de soutien pour ça. Grégoire, vous vouliez ajouter? Oui, très rapidement. D'abord, je voulais simplement souligner que depuis la dernière séance de la Vigie, nous avons eu le plaisir d'échanger avec des amis du CSMO Textile, où on a fait une table ronde pendant 12 heures et je trouve écho de leurs propos dans la présentation de Jean-Guy et qui est beaucoup relié aux achats étatiques. Parce que, pour revenir à l'interrogation de Marie, je vois bien qu'il y a un enjeu de productivité. La productivité est généralement reliée aux investissements en capital. Et c'est ce que les gens en textile nous disaient. On veut faire des investissements en capital, mais si le marché n'est pas assuré, comment le faire? Et donc, c'est là où interviennent l'État, l'achat public, le jeu des appels d'offres et ainsi de suite, pour faire en sorte que il y a des marchés suffisamment solidifiés pour les produits pour qu'on puisse justifier les investissements en capital. Et c'est ça qu'on voit dans beaucoup d'industries, l'aérospatiale et ainsi de suite. Deuxième commentaire ici, et c'est plutôt une question pour Jean-Guy, si le Canada a été le modèle A ou A+, et en tenant compte de la complexité de la répartition du pouvoir au sein d'une fédération, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, Jean-Guy, par rapport à ce que nous avons fait? Et on comprend que les États avaient une pression énorme d'avoir des réponses agiles. C'était plus facile d'aller avec des politiques de soutien aux revenus parce que c'était universel et les gens se plaignent des prestations aux gens qui sont allés dans le Sud, mais l'État, pour arriver à des programmes qui différencient d'un individu à l'autre, ça aurait été beaucoup plus long. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire tant du côté du gouvernement du Québec que du gouvernement fédéral pour devenir l'élève modèle à la lumière de votre grille d'analyse des autres pays? Et je ne veux pas voler le punch de votre publication la semaine prochaine. Non, mais de toute façon, on a toujours de la difficulté à se positionner de façon radicale. Ce n'est pas notre rôle, là. On a tous notre droit de réserve, là. Mais essentiellement, nous, on l'a vu en deux phases. La première phase, à partir du mois de mars, les programmes universels où tout le monde reçoit un peu, c'était la chose à faire. On était en situation, le feu était dans la maison, les pompiers arrivent, ils ne se posent pas nécessairement où l'eau va tomber. On arrose la maison pour l'éteindre. Donc, tout le monde doit recevoir l'argent, peu importe la problématique. Donc, les premiers mois, je pense que la réaction était correcte, était mesurée dans le sens de l'ampleur de la crise. Où on a peut-être lâché le ballon, si on peut me permettre l'anglicisme, c'est qu'on avait quand même un été pour ajuster ces programmes-là. Il y aurait pu avoir un peu de couture qui s'est fait sur des programmes pour les rendre un peu plus précis, plus adaptés, plus intéressants et voir un aspect stratégique à ces programmes-là, ce qui ne m'a pas semblé avoir été fait. Le gouvernement du Québec a une réflexion, mais on s'entend que le gros du financement des programmes de soutien, c'est le gouvernement fédéral qui l'a donné. Et cette réflexion-là, malheureusement, était plutôt légère dans les derniers mois. Donc, on n'a pas profité de la fenêtre de sursis de la pandémie pour ajuster notre réaction. Et là, on retourne encore dans
dans des habitudes qu'on a vues dès le départ, qui sont des habitudes de crise. Bien, c'est ce que je comprends, hein, c'est Ouais. que votre État modèle, c'est l'Allemagne qui a rapidement adapté ses programmes pour faire en sorte que les entreprises innovent et se transforment pendant la crise, tandis qu'ici, on a l'impression qu'on est toujours en crise et qu'éventuellement, il y aura un plan de relance pour que les entreprises s'adaptent. Donc, l'innovation technologique qui pourrait être attendue en temps de crise, parce qu'on l'a vu, il y a des études et Grégoire et Mathieu vont en parler. Il y a des études qui prouvent que la période de crise a accéléré l'innovation. Mais là, dans ce cas-ci, le gouvernement, entre autres, du Canada et le gouvernement du Québec n'ont pas soutenu cette accélération-là qui vient en temps de crise. Oui, le gouvernement du Québec a quand même eu certains positionnements qui font en sorte qu'ils ont quand même émis des souhaits. L'autre aspect, cependant, et ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a un bon programme de support. C'est un programme qu'on peut mesurer. On peut recueillir les données, on peut savoir qu'est-ce qui se passe. Actuellement, on est encore un peu à l'aveugle. On gère un peu à l'aveugle de qui prend, qui est supporté, où vont les fonds, alors qu'on est quand même au mois 9, au mois 10, en fait, maintenant, au mois 10 de la crise. On devrait commencer à avoir une expérience accumulée de qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça dans l'espace public, ça n'est pas encore mentionné et ce n'est pas encore analysé. Ça. Alors, on est prêt donc on est revenu. On s'était interrompu sur une question de Loïc. On venait de parler justement des différents secteurs d'innovation, des programmes qui, dans certains cas, étaient déjà en place pour innover, tandis que nous, on attendait la relance. Et Loïc, c'était à vous la parole. Oui, en fait, c'est une remarque et une question pour Jean-Guy. On parlait de la Grande-Bretagne qui était le mauvais élève. Dans le Brexit, c'est très intéressant de voir que la Grande-Bretagne a laissé tomber le programme Erasmus, qui est ce grand programme d'éducation qui permet aux étudiants de toute l'Europe d'aller dans toutes les universités et justement d'insuffler une certaine dose d'innovation. Et donc, malheureusement, l'Angleterre est sortie là. Et j'étais un peu étonné, Jean-Guy, que vous ne parliez pas de l'éducation au Québec, parce qu'il me semble que nos universités ont fait de grands progrès ces dernières décennies. En tout cas, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais je le constate dans mes cours. Je vois qu'on a de plus en plus de gens du monde entier qui sont souvent d'excellents immigrants pour le Québec. Et donc, je me disais, oui, ça va bien pour les universités, mais à un niveau inférieur, par contre, il y a énormément de décrochage, par exemple, chez les garçons. Et vous parliez d'éducation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en éducation, par exemple, en prenant l'élève modèle qui est l'Allemagne? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour aider à la transformation, pour aider justement à la productivité, etc., dans les entreprises? Est-ce que... Oui. Une question fondamentale. Une question fondamentale. Est-ce qu'on a combien de temps exactement? Oui, c'est un projet de société en soi. Exactement. C'est une bonne question, mais un des constats qu'on fait aussi, c'est que puis ça, le milieu universitaire québécois est un milieu qui est quand même assez relativement en santé, dans le sens qu'on a des bonnes universités, des universités innovantes, reconnues internationalement. On a des bons chercheurs. Il y a des gens qui viennent de l'étranger spécifiquement pour eux. Et ça en soi, c'est une carte de visite. Rappelons que l'Australie a fait la promotion de son système d'éducation parce qu'ils considèrent, eux, comme un produit d'exportation. Leur système d'éducation, c'est un produit d'exportation. Fait qu'ils le voient, eux, comme un avantage économique. Nous, on est un peu aussi dans cette réflexion-là. Ça, c'est un avantage. Que la Grande-Bretagne est sortie d'Erasmus, il y a beaucoup d'idéologie, Loïc, vous le savez mieux que moi là-dedans, donc et ça, c'est un peu triste pour eux. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le Québec? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'il y a une facilité? Est-ce qu'il y a un travail qui doit faire être en amont avant la formation professionnelle, Alors, rappelons que à peu près la moitié des Québécois n'ont pas un niveau de littératie très élevé pour pouvoir lire des choses courantes. Donc, ça en soi, il y a quelque chose de plus fondamental dans le système québécois qui n'est pas dans le système universitaire, qui n'est pas dans le système des collèges ou de la formation professionnelle, qui est dans le système de base. Et ça, c'est peut-être le premier geste à faire, c'est comment on répare ça.
Donc, et après, le reste pourrait peut-être en découler de façon plus intéressante. Ben, ça fait, je trouve, un lien parfait pour la présentation de Grégoire. Merci beaucoup, Jean-Guy, parce que on parle justement des organisations qui doivent être apprenantes, qui doivent s'adapter à des nouveaux contextes. Et effectivement, dans ça, bon, on l'a dit, hein, on était un peu dans l'entonnoir où on regardait comment ça se passait à travers le monde, les programmes spécifiques qui pouvaient encourager la transformation des organisations. Mais une organisation ne peut pas changer sans qu'il y ait une volonté de changer peut-être en haut, mais aussi la capacité de mobiliser ces équipes pour être en mesure de le faire. Si on veut transformer une entreprise et qu'elle devienne une entreprise 4.0 orientée sur les données et sur la transformation, l'accélération de l'adoption de technologies efficaces, ben, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue, il faut que tout le monde rentre dans la même direction. Grégoire et Mathieu, je pense que c'est dans cette perspective-là que vous allez nous parler de la transformation, donc de la transformation numérique et des organisations, de l'adoption, pardon, à l'innovation. Qui plonge en premier? C'était Grégoire qui mettait la table? Nous imposons une agilité organisationnelle et vous ne saurez jamais qui va parler. C'est bien, parlez-moi de ça, je vais être agile. C'est ce qu'on demande aux organisations aujourd'hui, donc je vais essayer de donner l'exemple et être agile. Et comme ça, vous pouvez de toute façon vous passer la parole, Grégoire et Mathieu, pour les 10-12 prochaines minutes, afin de mettre la table justement sur comment on accélère les changements technologiques au travail. Je ne sais pas si on va répondre à la question de comment ils vont s'accélérer, mais on va essayer de faire le point quand même sur c'est quoi, premièrement, l'industrie 4.0. Hein? C'est quoi que ça soulève comme enjeu? C'est quoi les impacts sur le travail? Quels sont les exemples aussi de pays qui innovent? Puis je pense qu'on peut parler d'innovation sociale. Je vais commencer et Grégoire va enchaîner. Je vais revenir et Grégoire va terminer. Alors, parlez-moi de ça. On va essayer de ne pas trop être étourdissant, mais merci Marie. Premièrement, bref rappel des éléments qu'on voulait aborder dans ces 4 séminaires-là. Hein. Le premier était sur les chaînes d'approvisionnement. Ensuite, industrie et transformation technologique. Environnement et développement durable va venir le 3e et le 4e, dialogue social. Pour nous, c'est une double perturbation. Hein. À la fois des transformations technologiques qui étaient là et qui vont être là, mais aussi la COVID, est-ce que c'est un accélérateur ou plutôt un frein? Mm-hmm. Je pense que pour certains aspects, comme en ce moment, je vous parle d'un accélérateur de transformation technologique. Nous faisons un webinaire sur Internet, c'est un bon exemple, mais une adoption 4.0 complète dans le secteur manufacturier se fait toujours attendre. Premièrement, c'est quoi? Hein? Je pense qu'il faut poser les jalons de c'est quoi la transformation 4.0, parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont utilisés, il y a beaucoup de dénominations. Premièrement, c'est un terme qui a émergé d'une foire industrielle à Hanovre en 2011. Hein. C'est l'industrie 4.0. C'était des groupes d'entreprises qui ont dit qu'il y a une 4e révolution industrielle après les 3 premières, la 3e étant l'informatisation. La 4e va être celle des données, va être celle de la numérisation et tout ce qui vient avec. Pour synthétiser de nombreuses définitions, hein, j'invite les gens à faire des recherches rapidement. Il y en a beaucoup. On évoque l'utilisation des données, la robotique, l'automatisation, la fabrication additive, comme l'impression 3D, dans le but de réaliser un produit ou un service. Hein. C'est à quelle technologie on fait référence? Premièrement, l'utilisation des données de masse récoltées par des capteurs, hein, l'info nuagique, l'intelligence artificielle aussi, dans la robotique. On inclut aussi parfois dans certains secteurs la conduite assistée ou les véhicules autonomes. Dans le milieu industriel, c'est très, très important. Hein. On mène des recherches en ce moment dans le secteur de l'aluminium et une innovation qui pointe à l'horizon est l'utilisation de véhicules autonomes dans les usines. L'automatisation avancée et l'interaction humain-machine et l'ingénierie avancée, ce qu'on parle de la fabrication additive, c'est-à-dire l'impression 3D, hein, être capable d'imprimer des pièces avec une imprimante. Plus encore, globalement, c'est prendre des données, connecter les machines, les mobiliser en temps réel et agir sur ces données-là
mais aussi prédire et faire des ajustements en conséquence. Hein. Ce n'est pas seulement la donnée, mais ce serait une usine qui serait complètement en mesure de prédire certaines choses ou prédire tel ajustement sur telle production. Au plan, les impacts tangibles, je pense qu'il faut quand même souligner le fossé entre le discours et la réalité. Hein. Dans les faits, au plan technique, c'est souvent des processus incrémentaux. Les usines, la plupart, même les plus avancées, je veux dire, on essaie d'en chercher actuellement, ils sont à des stades assez, disons, précoces. Des robots, des fois de la collecte d'informations, mais pas une intégration. Hein. On est loin de l'usine du futur. Hein. Comme je disais tout à l'heure, le futur, c'est un présent qui nous fait le passé. Donc, il faut toujours, je pense, le remettre en perspective. Au plan de l'emploi, je vous apprends rien s'il y a eu des études. Hein, il y a eu des études sur la destruction des emplois. La première, en 2013, deux chercheurs du MIT avaient dit c'est la révolution. Il va y avoir une période de transition très forte où des emplois vont être détruits, mais finalement, attendez, messieurs et mesdames, après cette transition-là, ça va être l'Éden automatique avec des emplois intéressants. Une étude qui a fait de grand bruit aussi à l'époque, en 2013, c'était elle des Frey Osborne, deux chercheurs, un américain, un autre anglais. 47% des emplois aux États-Unis seraient à risque d'une transformation. Alors là, on ne parlait pas seulement de destruction, mais de changement de tâches. Dernièrement, Forum économique mondial, d'ici 2025, il y aurait... je vais juste tasser mon écran parce que je n'arrive pas à voir. Voilà. C'est ça, il y aurait environ 85 millions d'emplois qui seraient déplacés, mais on serait en mesure d'en créer 97 nouveaux. Donc, la balance n'est pas univoque. Au plan de l'organisation du travail, de l'organisation de la production, pardon, on voit qu'il y a des écarts grandissants entre les entreprises. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont la capacité de faire ce virage-là. Et finalement, au plan des compétences, la plupart des études montrent à la fois dans certains emplois, il va y avoir un rétrécissement de l'autonomie, rétrécissement des tâches accomplies, tandis que d'autres, il y aura une augmentation. Il y a encore un débat à savoir est-ce qu'on passe d'un modèle plus taylorisé ou des compétences élargies, des compétences de base techniques et relationnelles élargies. En ce qui a trait à l'emploi, il faut d'abord penser que ce n'est pas un caractère inéluctable. Hein. L'histoire des changements technologiques, je sais que je cogne sur ce clou-là, mais je veux passer le message qu'au-delà de ce que les consultants nous disent ad nauseam dans beaucoup de publications, les changements technologiques, c'est à la fois du technique et du social, et je dirais même du politique. Hein. C'est le reflet des rapports de pouvoir. Donc, il ne faut pas le prendre non plus comme quelque chose d'inéluctable. Il faut le voir comme quelque chose qui pourrait arriver. Et les résultats dépendent aussi de la volonté politique et sociale. Série d'articles intéressants de Statistique Canada dernièrement, je vous invite à le lire, puisque comme certains animateurs diraient, c'est nos impôts. Bonne série d'articles. 10,6% des emplois seraient vraiment à haute probabilité de risque de transformation. Il y a des fortes divergences professionnelles. Hein. Il y en a qui sont plus à risque. On parle de bureaux. L'encadrement est très à risque, les travailleurs manuels, tandis que ceux qui sont moins à risque seraient les professions libérales, l'enseignement, la santé. Le niveau d'éducation, Jean-Guy en a parlé souvent, mais c'est statistiquement significatif. Le niveau d'éducation plus bas serait plus à risque de transformation. Évidemment, je vous apprends rien si les secteurs, il y a une divergence sectorielle assez forte. Hein. Le manufacturier, étant donné sa structure et qu'est-ce qu'il produit, est plus à risque de transformation. Dernier commentaire sur ces études-là, très intéressant, de 1996 à 2017 au Canada, l'investissement en la robotisation n'entraînerait pas une perte d'emploi, mais plutôt une hausse. C'est ce qu'ils ont trouvé. Cependant, le profil de compétences change et peut-être certains syndicalistes qui nous écoutent vont être heureux d'apprendre ça. Le nombre de cadres diminue dans les entreprises. Donc, un des cadres d'emploi qui diminue face à la robotisation, c'est la supervision.
Je vais passer la parole à Grégor, puisque le temps va vite. Grégor va faire les 4 ou 5 prochaines diapositives. Oui, alors merci Mathieu qui vient d'esquisser cette première perturbation qui est la numérisation, le numérique. Et moi, je veux ajouter la seconde couche qui est la perturbation de la COVID. Alors, qu'est-ce que le COVID fait pour la numérisation? Alors, première chose, un repositionnement stratégique des entreprises aux effets très inégaux. Il y a de la continuité de la production dans plusieurs secteurs, tandis que dans d'autres, les effets sont plutôt catastrophiques. Et c'est variable en fonction de la stabilité des marchés, l'agilité organisationnelle, l'interruption des chaînes d'approvisionnement, la capacité financière, et j'en passe. Deuxième constat, un renforcement très important du rôle de l'État. Et ça, on l'a vu dans les présentations de Loïc et de Jean-Guy. C'est vraiment le revanche de la politique industrielle, c'est le revanche du soutien aux revenus. Et à bien des égards, on enlève 30 années de néolibéralisation pour dire mais l'État joue un rôle très important et on a vu et dans les dettes publiques et dans le part de l'État dans l'intervention de l'économie, cet changement très important. Or, évidemment, il y a des instituts économiques de Montréal, le Fraser Institute, C.D. Howe aussi, qui dit il faut plus vite revenir à la normale, qui est la normale néolibérale. Il y en a d'autres qui disent, et moi je dirais que l'ère Biden aux États-Unis va donner naissance à de très fortes interventions industrielles sous le rubrique numérique, sous le rubrique environnementale, et il y aura un nouveau normal, ce ne serait pas l'ancienne normale. Mais on peut dire aussi qu'il y avait une accélération considérable de l'implantation du numérique. Tout le monde le dit et moi, je parle à des formateurs, par exemple, qui relèvent de différents secteurs. Ils disent, mais honnêtement, nous venons de faire dans quelques mois ce qui nous aurait pris des années et des années avant. Alors, il y a vraiment un changement de cap, mais il y en a d'autres qui disent, hélas, on ne peut pas faire la fabrication à la maison. Donc, il faut être présent, il faut des machines qui tournent, il faut que la production sorte, et ça, on ne le fait pas à la maison, mais évidemment, il y a une réflexion sur le back-office, sur les gens qui peuvent faire des choses à distance, et même pour parler aux questions de pénurie de main-d'œuvre, il y a des gens qui nous ont dit dans les entretiens récents, les centres de contrôle à distance, ça vient des pénuries de main-d'œuvre en Australie, dans les mines, par exemple, où on ne fait pas ça en présentiel, on le fait à distance en raison des enjeux de distance et de main-d'œuvre. Alors, quelles sont les réponses nationales à la COVID plus la numérisation? Et je parlais de la revanche des politiques industrielles visant le secteur manufacturier. Alors, 3 types d'interventions, je ne passerai pas beaucoup de temps. Le premier type, c'est la continuité de l'exploitation. On a beaucoup parlé la dernière fois lorsqu'on a parlé des chaînes d'approvisionnement. Il fallait assurer la survie des chaînes d'approvisionnement, les trésoriers, ainsi de suite, pour assurer la production. Deuxième type d'intervention, c'est favoriser les fournitures essentielles. Réorientation des capacités existantes vers les fournitures essentielles, les consortiums pour produire ces fournitures essentielles, évidemment des produits médicaux, la désignation des fournitures médicales essentielles, la diminution, et parfois pas la diminution des réglementations, comme nous a fait part Yves Boisvert sur le CNSST et ce masque ces 2 derniers jours. Souvent, le contrôle des exportations, et on peut parler aussi de l'implication étatique directe dans la production et la distribution. On pense au Operation Warp Speed pour les vaccins aux États-Unis. On pense au US Defense and Production Act qui dit la primauté de l'État sur le champ. Et puis, le troisième type d'intervention, c'est de soutenir la croissance d'après-crise. Alors, ici, ça fait le lien parfaitement avec la présentation de Jean-Guy, parce que ces interventions sont, règle générale, plus restreintes, c'est-à-dire de donner des orientations pour la reprise des activités au-delà de la crise, qu'il s'agit de la santé et de la sécurité, l'identification des marchés et des canaux de vente futurs, les initiatives visant à accroître la productivité de la fabrication. Alors là, on voit des différences.
Et on le voit dans les différences nationales ici, le rôle accru des centres de recherche et de technologie. Et je souligne l'enquête faite par mes collègues du CRIMT, Christian Lévesque et al. Sur l'aérospatial, et l'aspect très intéressant du côté aérospatial où il existe beaucoup plus de ressources au Québec pour appuyer l'industrie que c'est ce qu'on retrouve en Ontario au plan institutionnel. Ça ne règle pas les problèmes du marché en ce moment, mais il ne faut pas négliger la richesse et l'héritage à ce propos. On a quelques pays qui ont fait des fonds nationaux à l'appui à la modernisation. On a parlé de l'Allemagne avec tout son bouquet de mesures. La Corée a fait son Digital New Deal aussi dans ce cadre-là. L'intervention par industrie, comme disait Jean-Guy, est plutôt exceptionnelle. Lufthansa, Nouvelle-Zélande, il a mentionné Airbus, mais sinon, les interventions sont générales sans doute en raison des règles commerciales. Il y a des appels à la structuration de la demande, nous l'avons mentionné, et très peu, mais très peu, la préparation de la main-d'œuvre pour la formation. La Chine a offert la formation en ligne gratuite. Le Singapour donnait un appui aux entreprises pour la formation. L'Australie a offert de subventionner 50% des salaires des apprentis pendant 9 mois. Mais semble-t-il qu'il y a une difficulté à réorienter ces programmes à très courte échéance et l'implication des travailleuses et des travailleurs par le dialogue social, on en parle très, très peu. Alors, je pense que je vais le laisser là à Mathieu. Je saute un acétate pour avoir assez de temps pour y aller. Mais nous voulons parler de 3 enjeux ici. L'enjeu de la surveillance, l'enjeu de la formation et l'enjeu du dialogue social. Oui, je pense que c'est important aussi de remettre la numérisation dans un contexte de travail. Hein, et qu'est-ce que ça soulève comme enjeu? J'invite à lire, si vous avez environ 3 mois, le livre Somme que Shoshana Zuboff a écrit sur le capitalisme de surveillance. Hein. Elle exposait de façon brillante comment les grands de l'industrie technologique surveillent, accumulent des données et prédisent pour créer des nouveaux marchés et avoir un impact important sur nos vies, hein, et qu'est-ce qu'on consomme. Je pense qu'on peut tout de même le transposer dans le monde du travail, hein, parce que les technologies, ça laisse tout de même, ça soulève quand même des enjeux au travail. Hein. Il y a une étude de l'Eurofound dernièrement qui a montré que les entreprises faisaient à la fois du monitoring, qui est un peu moins négatif, et de la surveillance. Hein. D'un côté, le monitoring serait dans un but d'améliorer les processus, la productivité, alors que la surveillance, évidemment, surveillance, serait beaucoup plus intrusif. L'enjeu, c'est vraiment qui contrôle les informations. Et les exemples ne sont pas nombreux, mais j'ai remarqué 2 exemples au travail qui sont à la fois négatifs et positifs. Premièrement, Ford, dans sa dernière convention collective aux États-Unis, a signé un accord avec le syndicat de l'automobile pour être en mesure de surveiller ces entreprises et leur productivité au travail avec les nouvelles technologies. On parle bientôt de vêtements qui vont pouvoir mesurer du biométrique. Donc, dans cette optique-là, ils sont déjà en avance et on négocie une clause qui pourrait permettre d'utiliser ce type de technologie-là. En Europe, on fait l'hypothèse que les impacts vont être moins négatifs en raison du fait que sa surveillance doit passer soit par les comités d'entreprise ou est encadrée plus fortement par le droit. Compétences et formations, on pourra regarder peut-être ça pour la discussion, mais juste rapidement, ce n'est pas nécessairement dans les cartons des discussions actuelles vers la transition. On parle beaucoup de reskilling ou upskilling, mais des fois, on fait l'économie de la formation. Et je pense que l'Allemagne, encore une fois, a posé les jalons d'un truc très intéressant qui est sa loi sur le travail, qui permet des subventions pour amener les salariés vers une transition vers le 4.0. Et un fait très intéressant, j'aimerais que tous les gens des CSMO et de ces acteurs le notent, l'Allemagne offre 5% de plus de subventions s'il y a un accord d'entreprise ou avec les syndicats sur le dialogue social. Alors, faites-en du dialogue social, c'est payant. Maintenant, ça va être à Grégard. Excuse-moi, ça va rapidement et je te passe la parole. Je pense que je veux souligner un seul aspect dans ce que tu viens de dire, Mathieu, et oui. Ça, c'est encore l'Allemagne qui a mis en place un programme de subvention
par taille d'entreprise, qui veut dire que jusqu'à X% pour les très petites entreprises, pour les micros, pour les PME, un autre pourcentage, à la fois pour les frais de formation et pour la subvention salariale. Et c'est très structurant, passant de tous les types d'entreprises. Et lien avec le dialogue social dont je vous parlais, il y a une prime de 15% de la subvention si la formation résulte d'un accord commun entre employeurs et employés. Or, au Québec, nous voici avec des traditions néanmoins de dialogue social, ça s'appelle la négociation collective. La convention collective que nous connaissons peut être un instrument très agile, très souple. Et beaucoup de gens nous ont toujours envié cette capacité d'adapter et d'ajuster les conventions collectives. Mais en même temps, il faut reconnaître que nos traditions de dialogue social à propos des changements technologiques sont assez déficitaires. Nous n'avons pas de levier, nous n'avons que peu d'outils pour donner des ressources nécessaires pour discuter de ces questions. Et très souvent, parce qu'ils ne sont pas syndiqués, les PME sont complètement à l'extérieur de la loupe, même pour en parler. Alors, je fais le contraste encore avec l'Allemagne en particulier, mais l'Europe aussi. Je signale un accord européen au mois de juin 2020 qui est entre le patronat, les employeurs européens, et le grand syndicat pan-européen qui identifie les grands principes favorables à l'implantation du numérique et les différentes conditions qu'il faut respecter pour que tout le monde soit gagnant, que les droits de tout le monde soient respectés et que les gens ont accès à une formation nécessaire pour faire partie du dialogue. Je signale aussi les programmes en Allemagne, le travail 2020, un autre type de travail fait par le syndicat IG Metall, qui mettent en place en effet des programmes pour aider les gens à négocier le changement de l'avenir. Et ils ont même mis en place en Allemagne c'est ce qu'on appelle les conventions collectives sur le travail de l'avenir qui cherchent à négocier la carte routière de là où nous en sommes vers l'avenir. Alors, c'est toujours un peu plus vert le gazon dans un autre pays, mais il faut reconnaître en même temps que si on ne discute pas, le fossé numérique entre différents secteurs et différents types d'entreprises va s'élargir, va s'accentuer. Et dans ce sens-là, il faut regarder de manière sérieuse les outils dont nous disposons pour accompagner les gens dans ces transitions qui relèvent de l'éducation, qui relèvent de la formation, mais qui relèvent aussi d'un dialogue à propos des changements qu'on veut mettre en place. Est-ce que ça fait le tour? Oui. Ça fait le tour. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire et Mathieu. Justement, c'est intéressant parce que vous faites beaucoup de parallèles avec ce qui se passe en Allemagne, l'importance de pouvoir amorcer ce dialogue social, dans le fond, d'amener tout le monde à la table pour être capable d'accélérer le changement. Et on avait une question de la part de nos participants, à savoir comment se compare la numérisation des entreprises en Europe versus les entreprises québécoises. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui est à même de nous dire, même si on n'a pas le chiffre exact, est-ce qu'on sent que l'Europe a un pas d'avant ou est-ce que cette transformation 4.0 qui se fait, on a bien compris, Mathieu, de façon à petits pas, ce n'est pas une grande révolution, on ne se lève pas un matin puis notre entreprise est totalement 4.0. Est-ce que l'Europe est plus avancée que le Québec en ce sens-là? Je n'ai pas les statistiques, mais je me rappelle que des amis chercheurs avaient été forcés de travailler sur Arbeit 4.0, qui est Travail 4.0, puis ils me disaient on ne trouve pas grand-chose pour le moment. Donc, j'aimerais ça être convaincu du contraire. Je pense qu'il y a des apportements, il y a des changements à la pièce en ce moment. Peut-être l'Allemagne est plus avancée étant donné sa base manufacturière. Les Scandinaves sont toujours moins réticents au changement technologique. En raison d'une structure institutionnelle que je ne veux pas non plus décrire en ce moment en 13 minutes, mais je serais curieux quand même de peut-être entendre Jean-Guy là-dessus, qui a peut-être un peu plus de statistiques que moi à cet égard.
C'est une bonne question. Évidemment, ça dépend qu'est-ce qu'on mesure tout le temps. Donc, Oui. effectivement, c'est vraiment sectoriel. Il y a certains secteurs en Europe qui ont un peu plus d'avance, d'autres qui l'ont moins. Euh, Cependant, il faut ne pas sous-estimer notre niveau aussi de numérisation au Québec, qui est quand même assez bon. Donc, on a tendance, nous, à se comparer à ce qu'on perçoit des Européens parce qu'on se compare aux meilleurs. Les Européens qui viennent ici sont souvent les meilleurs. Donc, c'est clair que quand on compare aux meilleurs, à ceux qui sont capables d'exporter puis d'intégrer des nouveaux marchés, ça donne une idée biaisée du niveau qu'on peut observer ailleurs en Europe, alors que probablement qu'en Europe, il y a d'autres industries qui ne sont pas ici, qui ont à peu près le même niveau qu'on peut constater sur le terrain ici. Exactement. Puis on peut aussi se dire qu'au Québec comme ailleurs, il y a certains secteurs qui sont plus avancés, il y a certaines industries qui sont plus avancées que d'autres. Il y avait une autre question qui venait du public. Oui, Loïc, vous vouliez intervenir? Oui, c'est une question sur, et je ne sais pas si vous avez cette réponse, mais c'est sûr que d'un niveau macro dans le monde, la Chine prend de plus en plus de place, je le disais, mais c'est un modèle de surveillance en soi, la Chine. Un modèle peut-être pas vraiment dans le bon sens du terme, mais on surveille énormément les citoyens, on surveille énormément les travailleurs. Donc la pression va être très forte, par exemple avec l'accord qui a été passé entre l'Europe et la Chine, pour qu'en Europe aussi, on se mette à surveiller les travailleurs énormément. Ma question est la suivante. Est-ce qu'une surveillance forte augmente la productivité? C'est une bonne question. Est-ce que Grégor, vous voulez plonger? Mathieu, je vois sourire. Grégor, revisiter les théories de la GRH des années 80-90. Oui, non, mais disons que le bilan est assez mixte, Loïc. C'est-à-dire, déjà, le bilan de la numérisation est mixte dans le sens qu'on peut présenter une image des gens qui ont besoin de davantage de formation qu'on ajoute aux compétences essentielles, des compétences techniques, des compétences relationnelles. On est en train de résoudre des problèmes. Et puis, on a un autre, et donc, on est dans un univers de compétences améliorées. Il faut former les gens pour cet univers-là. Et puis, la surveillance joue peu par rapport, Loïc, à un univers où on dit, en effet, on enlève beaucoup d'autonomie aux travailleuses et aux travailleurs, que les systèmes experts sont là pour déterminer la discrétion et on demande des gens d'exécuter ce qui est nécessaire. On aimerait dire qu'il y a une réponse claire et que le meilleur scénario de compétences accrues est certainement le meilleur à plus longue échéance, mais il y a beaucoup d'exemples aussi où on arrive par des formes de surveillance accrue d'atteindre les niveaux de productivité et on ne peut pas nier que ce soit le fait. Il n'y a pas une réponse non équivoque à ce propos, mais il est clair qu'une économie comme celle du Québec doit viser cette amélioration de compétences dans la mesure du possible. Et donc, les CSMO sont là pour jouer ce rôle. Et on ne peut pas parler de la formation sans parler des transformations numériques. C'est intéressant parce que, Grégor, il y a une autre question qui vient, qui n'a pas un lien avec la surveillance comme telle, mais quand même qui a un lien avec la résultante, parce qu'on nous demandait, est-ce qu'une entreprise 4.0, une entreprise qui a déjà fait le virage, qui est déjà là, a été plus résiliente pendant la crise, selon vous? Est-ce qu'il y avait par exemple, une plus grande mobilisation des employés, une plus grande résilience en général? Mathieu? Je sais pas. Écoutez, ça fait 11 ans que je parcours les industries manufacturières, puis la plupart, jusqu'à récemment, n'avaient même pas Internet dans l'usine, à part dans les bureaux. Donc, je ne peux pas répondre à cette question-là. Je comprends tout à fait. Je ne sais pas si Grégor est capable de dire... Moi, je n'ai pas de statistiques. Peut-être que Jean-Guy a des statistiques sur la comparaison entre une entreprise qui n'est pas numérisée versus une autre. Peut-être dans le service, dans le commerce de détail, ça doit être plus flagrant. Les gens qui avaient déjà entamé le virage. Sinon, dans la plupart des lieux de travail, c'est quand même une grande improvisation. Hein. Je veux dire, ça s'est fait. Oui, vas-y, Grégor. Soyons clairs, quand on pose la question aux gens, mais qu'est-ce que c'est que le 4.0?
ils tournent 3 fois en rond et ils hésitent. Ils ne savent pas. Mais ce qu'ils savent, c'est qu'il y a énormément d'implantations technologiques. Ça commence avec des capteurs, des senseurs, il faut collecter des données. Par la suite, il faut faire quelque chose pour analyser ces données. Par la suite, on est censé, et très peu ils sont, pour agir en temps réel sur les données analysées et puis éventuellement d'arriver même à des prédictions de ce qui va arriver avec la production à l'avenir en fonction des données recueillies. Alors, il n'y a presque pas des gens à l'étape 4, il y a très peu de gens à l'étape 3, et les gens sont beaucoup à l'étape 1 et l'étape 2, mais ils y travaillent et l'idée, c'est de tout intégrer, mais les gens n'y sont pas pour le moment. Mais moi, je dirais, en réponse à la question précédente, il est clair que les organisations qui travaillent sur ces innovations ont une réflexion active sur comment améliorer leur processus et en principe, ces organisations sont plus agiles, plus résilientes, sont-ils capables d'amener leurs employés en même temps et sont-ils capables de faire le lien avec les PME qui sont en lien avec ces entreprises? Ou est-ce que c'est un fossé numérique qui s'élargit? Ouais. Il y a des secteurs où on arrive à faire le lien. Moi, je pense que c'est une des forces de l'aérospatiale, mais il y a des secteurs où ces liens ne se font pas. Alors, il y a vraiment un écart grandissant entre différents types d'entreprises et ça peut mettre en péril la survie de certaines entreprises. C'est intéressant et ça fait un lien peut-être avec une autre question qu'on avait des participants. J'essaie de mettre de l'avant les questions des participants parce qu'ils sont arrivés un petit peu à la suite de vos présentations, mais et pour faire un lien avec ce que vous présentiez, Grégoire et Mathieu, comment est reçue cette transformation-là par les syndicats? Vous avez parlé de politiques qui sont mises en place, entre autres en Allemagne, pour accélérer là, les échanges entre les différents intervenants ou de l'écosystème de l'entreprise, mais de ce dialogue social dont vous parlez. Mais comment ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres exemples où c'est plus difficile? Est-ce que dans un contexte comme le Québec où on a un niveau de syndicalisation élevé, est-ce que c'est un accélérateur, un frein? Comment vous voyez la place des syndicats dans la transformation numérique? La place, je la vois de façon proactive. Je pense qu'on parle souvent de l'Allemagne, mais je pense qu'il faut quand même lever notre chapeau sur le programme qu'ils ont fait de former les représentants sur le plancher de travail, sur les transformations 4.0. Je ne peux pas dire que les salariés vont l'accueillir de façon positive si c'est fait de manière unilatérale et dans une optique de détruire l'emploi. L'histoire nous enseigne Il faut qu'ils sentent qu'ils ont une place. Il faut que les employés sentent que dans cette transformation-là, ils peuvent grandir et trouver un autre rôle. Il faut trouver un terrain d'entente entre changement technologique et bien-être au travail, parce qu'il y a des avantages notables aux transformations numériques, que ce soit en termes de santé et sécurité au travail, de flexibilité du temps de travail, mais si c'est pour créer un modèle de ce qu'on appelle le taylorisme numérique ou despotique, à la limite, on peut se poser des questions aussi sur la valeur de ces changements technologiques-là. Il y a une autre question qui vient de la part des participants et c'est dans cette vision que le gouvernement du Québec de mousser le fabriqué au Québec. Alors, est-ce que, les entreprises du Québec sont prêtes à relever le défi de fabriquer au Québec? Et sinon, comment on pourrait mettre en place des initiatives pour accélérer ce processus-là? Peut-être Jean-Guy qui a fait le tour là, des différents programmes. Bien, oui, il y a des initiatives, puis je pense que c'est dans le discours, ça fait assez. Je pense que l'Investissement Québec fait le tour du Québec depuis plusieurs années maintenant pour en parler. Donc, oui, ça fait partie des réflexions. L'innovation, ce n'est pas quelque chose de facile, puis c'est pas quelque chose de facile pour une entreprise, surtout une innovation 4.0 qui n'est pas aussi évidente que d'autres révolutions industrielles qu'on a vues dans le passé. Je veux dire, ça demande une connaissance technologique un peu plus approfondie, ça demande une réflexion d'entreprise. Dans le commerce de détail, par exemple, ceux qui sont passés en digitalisation ont dû transformer carrément leur façon de faire de A à Z. Donc, oui. Et le gouvernement du Québec est équipé pour répondre à ça. Ce qu'on comprend cependant, c'est qu'il y a peut-être une marge entre l'information, d'information, c'est-à-dire la communication de ce qui est possible de faire avec l'aide
du gouvernement et l'aide des Q et ce qui est connu, ce qui est utilisé sur le terrain. Ça, peut-être qu'il y a encore un troisième ou un quatrième tour de roue de communication pour pouvoir dire, bien, écoutez, oui, il existe des choses, oui, il y a quelque chose d'utile pour vous, c'est juste de le mettre en application. Oui, Grégoire. Et moi, je veux être radical ici. Il faut appuyer les entreprises dans ces démarches. Il faut appuyer les différentes tailles d'entreprises. Il faut appuyer les travailleurs et leurs organisations représentatives aussi. Et il faut passer des subventions ponctuelles à des formes d'appui trop plus structurantes. Moi, j'ai l'impression qu'on vit beaucoup de subventions ponctuelles. Ça semble être une bonne idée, mais le problème, c'est la pérennité des innovations. Et il faut trouver un moyen de passer à ça. Et je dirais, le monde politique aime beaucoup les subventions parce qu'on peut couper des rubans. Mais c'est moins structurant que d'avoir des programmes à plus longue échéance qui permettent de construire. Et ça, je dirais, c'est beaucoup de différence entre l'Allemagne et le Québec à ce propos. Donc, une espèce de continuum de soutien et non pas des soutiens ponctuels. On l'avait vu, entre autres, moi, j'ai un programme en tête là, avec d'informatisation des familles. On aidait à acheter un ordinateur pour une famille au moment où c'était opportun. Mais après ça, faut-il le maintenir, il faut maintenir cet actif-là parce que l'évolution technologique continue de se faire. Donc, je comprends, il y a peut-être c'est peut-être un exemple boiteux, mais il y a une similarité dans le soutien qu'on peut apporter aux entreprises pour pas que ce soit que ponctuel, mais que, dans le fond, on soit à même d'instaurer une culture du changement et de l'amélioration continue. Est-ce qu'on pourrait dire ça, Grégoire? Oui, mais je parle aussi des CSMO qui passent énormément de temps à gérer des subventions. Ah oui, je comprends aussi. Il y a deux petites questions en rafale avant le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire si l'industrie du caoutchouc est en Europe complètement 4.0? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette information-là? Jean-Guy, vous réfléchissez? Je ne serais pas en mesure de me prononcer. Il faudrait faire un peu de recherche pour vérifier. Mais, Et dans cette industrie-là, est-ce que certains d'entre vous sont en mesure de dire justement quels seraient les points importants pour que l'industrie se transforme? Parce que c'est une industrie qui est à la fois, je pense, c'est un secteur manufacturier qui est en mesure d'innover, mais est-ce que au niveau de la captation des données, Grégoire, vous parliez justement de passer à l'étape des senseurs. Dans le secteur du caoutchouc, il y a des entreprises qui sont très automatisées. Est-ce qu'on dirait qu'il y a une grande disparité? Moi, je ne peux pas dévoiler une connaissance approfondie du caoutchouc, mais je peux dire que dans la mesure où le caoutchouc relève du secteur de l'automobile et s'intègre dans ce secteur-là, le 4.0 est de plus en plus développé et doit se développer encore plus tant pour les équipements manufacturiers d'origine que des équipements de remplacement. C'est-à-dire, la survie des usines, par exemple, au Québec, dépend énormément de leur agilité technologique pour servir les après-marchés. Et ça, je pense que c'était une source de leur survie. Sinon, comment expliquer que nous avons ces industries ici et non pas au Mexique? C'est en raison de leur agilité technologique et il faut les aider dans ces démarches-là. Et il faut reconnaître l'expertise qui est là et l'encourager et l'appuyer. Bien, merci beaucoup à vous quatre, Loïc Tassé, Grégoire Murray, Jean-Guy Côté, Mathieu Dupuis. On a fait, comme je le disais, le principe de l'entonnoir. On est parti, on a dressé un portrait large de la situation géopolitique parce que ça a un effet sur la capacité d'innovation et de transformation des organisations. On l'a vu, les gouvernements jouent un rôle important dans la création du climat, dans la création de programmes qui sont plus ou moins adaptés à cette transformation-là. Et on est allé voir dans le particulier comment dans les entreprises, le dialogue social peut faire la différence, comment les organisations peuvent se transformer.
mais ce n'était pas notre dernier rendez-vous. On commence à se créer une complicité, on commence à aimer ça. Alors, on va continuer de faire ces échanges-là. Il y aura un autre webinaire qui parlera des transitions climatiques, du positionnement compétitif des secteurs manufacturiers et des compétences vertes. Et un autre, on viendra creuser davantage justement le dialogue social dans le développement de l'emploi et les compétences et la formation. Alors, vous pouvez justement consulter les sites web de chacun des CSMO pour connaître les dates de ces événements-là. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir posé des questions. On essaie d'être le plus collé sur vos besoins. Plus vous intervenez, plus on est à même, je pense, de pouvoir vous aider, vous donner un portrait et creuser selon vos préoccupations. Alors, c'est le travail que nos chercheurs vont faire dans les prochaines semaines, les prochains mois, continuer de creuser différents aspects pour vous éclairer dans votre prise de décision dans chacune de vos organisations. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Merci.